Et comme le Saturday Night, on est live les amis, on est jeudi soir. Vous êtes bien sur ma chaîne Twitch, vous êtes bien sur Sakos Catch. Et putain, on en discutait il y a 2 secondes, mais la Lucha Underground, ça nous manque. Hein. C'était notre discussion off pré-show. La Lucha Underground, ça nous manque. Salut Declan, comment ça va? Eh ben salut! Et puis salut tout le monde, c'est un véritable plaisir d'être là ce soir et de parler catch encore une fois. Alors On adore parler catch. Totalement, ouais. On a pas mal de news. On en parlait aussi avant l'émission, parce qu'il faut pas croire, mais on prépare un petit peu pendant l'émission. Enfin, avant l'émission. Tu peux. Disons que toi, t'es au courant de ce qu'on va parler 5 minutes avant, presque. Voilà, c'est ça. En fait, pour vous donner une idée, la préparation de l'émission, elle dure entre 5 et 10 minutes, selon l'heure à laquelle Declan se connecte sur Discord. Donc du coup, maintenant, je prépare le coup en amont, je regarde sa page plusieurs fois par jour pour voir les news dont on risque de parler. Les news, heureusement, je les prépare un peu avant, quand même. Oui. Bah, de toute façon, d'ailleurs, on peut en profiter pour plugger My Wrestling News sur Twitter. N'hésitez pas à aller voir. Il y a Wrestling News FR, parce que My Wrestling News, je crois que ça rentrait pas, ou je sais plus, enfin, il y avait une connerie comme ça. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le running gag. Qu'est-ce que tu penses des bio / pseudo de cette semaine? Alors, à part que il y a une faute à Dave Meltzer, parce que ça s'écrit pas comme ça. Mais j'aime pas le cas, j'aime beaucoup. C'est vrai, à chaque fois, le truc, c'est que j'y pense 30 secondes avant, c'est quand je lance Discord, quand je lance OBS et que je fais « Ah merde, j'ai pas changé les trucs !» Voilà. Et vous remarquerez tout de suite, je plug aussi tout... Hop, c'est l'autre sens. Bref, au milieu, vous avez l'affiche d'un gala qui a lieu samedi à Shrike House sur Modern, je prononce probablement super mal, où ça sera votre serviteur, à savoir moi-même, qui sera au commentaire. Donc n'hésitez pas. C'est dans l'Alsace, ouais, c'est dans le 67. Parce que vu le nom de la ville... Ah oui, clairement. C'est-à-dire que les noms de villes en Alsace, en fait, quand elles sont inventées, en fait, ils boivent 4 bières avant. Et après, voilà. Mais attends, le pire, c'est que le même soir, il y a une autre promotion, pour laquelle je vais pas faire de pub, parce que du coup, ça serait pas très malin, qui fait aussi un show dans le 67. Et il y avait un autre show dans le 67 la semaine dernière. Donc là, honnêtement... Il se bien en Alsace en ce moment. Bah, le problème, c'est qu'il y a pas beaucoup de promotions, c'est-à-dire que la fédération concurrente, que je veux pas nommer, est assez ridicule, genre ils ont pas de ring, je crois que c'est des matelas, machin... Et tout simplement, l'été revient, donc maintenant on va voir les grosses dates. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir, la carte est sympa, l'ambiance est sympa, et puis si vous écoutez l'émission, faites coucou, et puis voilà. Quoi. Ça pour dire que le catch en France, il y a pas mal de... ça bouge un peu. Oui, ben on en discutait justement avec les personnes qui seront sur la carte, et on disait, tu regardes, il y a eu un retour du catch en France il y a 10 ans qui a été relatif, enfin 10 ans, c'est peut-être même plus maintenant. Attends, je suis en train de réfléchir. 21, quoi. Ouais, voilà. Bah, pour donner une idée, encore une fois, ça fait 18 ans que je suis dans le catch, que je commente. Donc à ce moment-là, il y avait eu déjà une resurgence des promotions, et maintenant tu regardes les promotions qui te sortent des bangers pas possibles, avec des guests de malades. Bah, genre la Bodyzoy, encore une fois, on en avait déjà parlé plusieurs fois. C'est vraiment cool. Avec Joe et Janela, là, qui vont faire... Ouais. Ils ont annoncé The Invisible Man, quand même. Hein. Ça va être... les gens qui sont pas habitués à regarder du catch, ils vont rien comprendre. Mais même, je veux dire, je voyais là, je suis pas du tout fan de foot, mais c'est par exemple, ils ont Thierry Henry en spécial guest, quoi. Bon, il a pas catché, hein, bien évidemment, mais c'est dire que maintenant t'as les promotions qui mettent le moyen et qui donnent les moyens, et ça fait super plaisir. Et là, vous avez un petit caméo de mon chat. Coucou Charlotte. La PC, il y avait Kayane en guest, enfin qui a été invité par Amal lors du dernier show, par exemple, aussi. Ouais, bah c'est... Elle a apprécié le show et du coup elle en a parlé sur ses réseaux sociaux et tout, donc c'est bien ça. Bon, après honnêtement, Kayane, j'ai zappé les réseaux sociaux depuis qu'elle allait jouer à l'Elysée par conviction politique, mais oui, effectivement, c'est cool qu'effectivement, il y ait du monde. Bon, ceci étant dit, attaquons notre gros pavé catch US / japonais, qui est pour l'instant quasiment... Une grosse partie AEW et une plus petite partie NJPW en fin d'émission. Ok, bah écoute. Ça va être un programme plutôt intéressant et plutôt diversifié. Pas forcément de très très gros sujets, mais on a quand même pas mal d'informations intéressantes. Donc, ok, bah écoute, let's go. Donc on va commencer avec des infos sur Vince McMahon. Déjà premièrement, on avait parlé la semaine dernière que Vince McMahon avait été impliqué pas mal dans le booking de Raw. On avait surtout évoqué en fin de son implication du Brock Lesnar Cody Rhodes, qui n'est pas une décision de Vince McMahon finalement, puisque c'est un programme qui était ancré depuis plusieurs semaines, même environ un mois en vrai. Tout s'est déroulé comme prévu en fait. L'idée c'était vraiment de faire paraître le truc un peu
comment dire, Un peu out of nowhere. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Qui est pas de. Voilà, que ça sorte de nulle part. Après, honnêtement, l'angle en lui-même, il est pas dégueulasse. Le problème, c'est qu'au moment où ça arrive dans le show, le fan est dégoûté parce qu'il vient de se taper 2 heures de merde, quoi. C'est ça. Donc, du coup, forcément, même si le truc est. Honnêtement, même moi qui voulais que Cody gagne à Mania, le fait de lui foutre Brock Lesnar dans les pattes, c'est vraiment. Bah, j'aime bien ce booking, je trouve, ça fait limite un peu manga, je trouve, animé d'action, tu sais. Donc, Cody, je pense qu'il va galérer un petit peu là, avant de son rematch, parce que je pense que ça finira comme ça. Et je pense qu'il va galérer un petit peu. Peut-être Omos même. Enfin, vraiment, il risque de lui foutre peut-être pas mal de trucs un peu dans les pattes. Bah après, je pense que, enfin, si je devais essayer de deviner comment ça va se passer, je pense qu'ils vont simplement faire un first contender match à Backlash. Hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus logique. Bon après, comme dit, logique n'est pas forcément qualité, hein, mais je pense que s'il y a un truc, s'il y a un truc qui entre guillemets qui se dessine, ça pourrait être ça, quoi. Ouais, je sais pas. Moi, je pense toujours au rematch Cody Reigns à SummerSlam. Hein. Bah, de toute manière, quand tu regardes, l'Arabie Saoudite, mais je sais pas. Ouais, je sais pas. Je le vois plus pour SummerSlam maintenant. Mais le problème, en fait, c'est que là, avec Cody qui gagne pas, bon, j'ai commencé à avoir de nouveau un peu le doute. Mais le problème, c'est qu'on arrive d'une phase où en fait, on va se dire à chaque pay-per-view qui va, enfin chaque bleu qui va avoir, s'il y a un match Cody Reigns, enfin tu vois, le suspense commence à être moins présent en fait. Mais justement, en fait, si Cody tu le fais affronter des Brock Lesnar, tout ça, et qu'il en sort gagnant même après des gros combats, il le crédibilise encore plus, et le fait qu'il aille battre Reigns sur un rematch. Moi, je reste convaincu qu'il aura encore une plus grosse ovation que s'il l'avait vaincu à la première fois. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Mais après, je suis en train de réfléchir, quand tu regardes dans le roster, il n'y a pas des masses de personnes qui ont battu Lesnar. Hein. Il y a Reigns, enfin, qui ont battu Lesnar dans son run actuel, hein, donc on va dire sur les 10 dernières années. T'as Reigns, t'as Cena, et t'as Rollins, je crois que c'est tout, non c'est possible. T'as pas eu d'autres... En fait, c'est ce qu'on disait, je crois qu'on en parlait dans l'émission la semaine dernière, mais au final, le fait que ce soit lui qui batte l'Undertaker, bah, ça n'a pas été gâché comme truc, hein. Ce qu'on avait... je veux dire, dans la logique des choses, ça colle, quoi. À l'époque, je me rappelle que beaucoup avaient dit que ça servait à rien, mais en fait, si, ça a marché, quoi. C'est ça qui est... J'aime bien, des fois, je trouve, c'est justement dans ce genre de cas où le catch se rapproche un peu du shonen, en fait. Hein. Il y a des trucs, c'est totalement ça. C'est une série, quoi. Ouais. T'as des trucs, ça peut pas plaire à tout le monde, quoi. C'est comme dans toutes les séries. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand t'as Brock Lesnar qui a battu l'Undertaker, ils ont été hyper contents parce que ils sont hyper fans de l'Undertaker, et hyper fans de Brock Lesnar, et peut-être moins de l'Undertaker, même si je pense qu'il y a personne vraiment qui déteste l'Undertaker en tant que catcheur, je précise. Ouais. Donc, vrai, voilà, de toute façon, n'importe quelle décision peut pas plaire à tout le monde. Moi, après, Brock Lesnar, je le trouve incroyable, je trouve que c'est un catcheur absolument incroyable, et même sous-coté parce qu'on sous-cote son côté in-ring, en fait, voilà, et il y a des gens qui voient pas le fait que c'est une spéciale attraction de ouf. Mais voilà, moi j'adore Brock Lesnar, quoi. Et il y a des gens, ils peuvent pas se le blairer, chaque fois qu'il y a des news sur Brock Lesnar, ils font non, pas lui, qui dégage, enfin voilà. Donc, après, ce qui est quand même différent par rapport à une série habituelle, c'est que c'est quand même relativement rare que dans les séries, t'aies des personnes qui se permettent d'analyser l'épisode au point de dire oui, bah moi j'aurais pas fait ça, j'aurais plutôt écrit ça comme ça, enfin tu vois. C'est vrai, mais il y a quand même des podcasts sur les séries et tout ça, hein, ça existe. Ah oui, totalement. Tout comme il y a des... Avant, c'est vrai que ça se faisait pas du tout, maintenant de plus en plus, quoi. Tout comme les podcasts ou même les vidéos sur les films. Hein. Mais c'est vrai que le catch, je trouve que c'est encore plus... Parce qu'en fait, t'as une notion, tu peux être dans une série, tu peux apprécier tel ou tel personnage. Ça se faisait beaucoup dans les années 80, à tel point que t'as certaines séries qui n'ont pas survécu au départ de leur acteur principal. Par exemple, t'as les Supercopter, où l'acteur est parti à un moment, la dernière saison a fait un beat, enfin t'as plein de trucs comme ça. Mais dans les séries... Dans les séries qu'on bidé sur la fin, Alerte à Malibu, dès qu'ils ont commencé à changer un peu le cast au fur et à mesure, à la fin, plus personne qui regardait, quoi. Bah oui, non, ou même t'avais... Alors attends, j'allais dire une connerie, mon oncle Charlie, c'est pas le cas, puisque la série a encore duré 3 saisons. Enfin bref, t'as plein de séries où tu changes le cast, ça marche pas, mais le catch, par l'essence, c'est un truc qui se renouvelle tout le temps, en fait. C'est ça qui est le côté un peu hybride, en fait. Oui, mais c'est construit beaucoup sur le long terme aussi, oui. Il y a peut-être plus d'heures de programme aussi. Et je sais pas, les gens, peut-être ils arrivent un peu plus à s'attacher au fait que ça soit en direct.
Je pense qu'il y a peut-être aussi un peu ce côté sportif. Ouais, il y a le côté proche avec les fans aussi, je veux dire. Ouais. Les fans sont présents en direct, quoi. C'est plus comme du théâtre, en fait, plus que comme du cinéma, quoi. Bah après, théâtre, je suis pas fan du terme, parce que je sais que dans ta bouche, c'est pas le cas, mais ça peut être dit de façon un peu péjorative. J'ai un oncle qui est un gros con qui avait utilisé ce terme, justement. Je sais même pas pourquoi lui. Tu vois ce que je veux dire, le fait que ça soit un spectacle vivant, en fait, qu'en direct. Oui, bien sûr, oui. Enfin, du coup, c'est marrant parce qu'effectivement, t'as des trucs que tu retrouves dans les séries et puis d'autres que tu retrouves pas, quoi. Mais bon, en gros, là, je viens simplement de dire que la nuit, il fait nuit et que le jour, il y a du soleil, donc... Je me rends compte que c'est un peu con ce que je dis. Preuve, hein, si tu veux vraiment analyser le catch, t'analyses qui est créatif dans le catch. C'est des mecs qui écrivent des séries. T'as peut-être 2-3 anciens catcheurs, ce qui fait qu'ils connaissent bien le truc. Ouais. T'as peut-être des mecs qui ont fait des écoles théâtrales, des trucs comme ça, ce qui fait qu'ils savent parler et compagnie. Et voilà, hein, en gros, c'est comme ça que composer une équipe créative, donc ça définit tout le truc. Hein. Après, c'est quoi dire, mais c'est la même chose que l'équipe d'écriture d'une série, en fait. Hein. C'est un peu ça, hein. T'as des personnes qui sont là pour polir les scripts, t'en as qui sont là pour écrire le scénario général. C'est pas faux, mais t'as peut-être moins d'anciens acteurs qui sont impliqués dans les écritures de séries. Bah, à ce moment-là, c'est plus dans la production, je dirais. C'est encore un autre aspect, mais ouais, effectivement. Enfin bref, tout ça pour dire que le catch a vraiment des aspects. Ce qui est marrant, c'est que t'as beau le rapprocher de certains trucs, t'as des aspects qui sont typiquement catchesques, quoi. Genre, tu vas pas. De pas mal de trucs. Ouais, voilà, genre tu vas pas avoir une émission qui va être spécialisée dans les dessous sombres des séries télé, quoi. Par exemple, t'as pas d'équivalent série de Dark Side of the Ring. C'est vrai. Mais tu peux avoir des Dark Side of the Ring sur des acteurs. À la limite, enfin, dans l'idée, dans le style, quoi. Ah oui, bien sûr, oui. Je peux comprendre, ouais, je vois le truc. Mais de toute façon, c'est une partie de ce côté hybride qui rend le truc totalement fascinant, quoi. T'as en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Je sais que des fois, c'est même pas tant le gala en lui-même que je kiffe commenter que l'interaction avec le public, en fait. Je sais qu'à l'époque, t'avais aussi Sting était connu pour pas être fan de catch. Lui, c'est vraiment le côté spectacle qui, en tout cas, c'est ce qu'il se disait à l'époque. Et c'est pas forcément négatif, hein, puisque Sting, je pense pas qu'on puisse vraiment. Il y en a plein des catcheurs qui sont pas fans de catch, hein, qui regardent pas forcément de catch en vrai. Hein. Ouais, bah ouais. Ils regardent pas forcément ce que font les autres. Enfin, ils regardent les trucs peut-être où ils bossent, mais ils regardent pas le reste, quoi. Ouais, totalement, ouais. Ça les intéresse pas. Totalement. De la même façon que, par contre, ça c'est un truc récurrent avec les acteurs de série, t'as plein d'acteurs de série qui regardent que leur épisode, en fait, voire pas d'épisode du tout. Donc voilà. Il y en a aussi qui veulent pas se voir aussi. Oui, c'est vrai aussi, ouais. Des acteurs qui veulent pas voir leur film, qui veulent pas voir leur série et tout ça. Il y en a après, des présentateurs télé qui veulent pas du tout regarder leurs émissions. Enfin. Après, alors si c'est pour leur boulot, tu vois, si on leur demande de regarder pour analyser ce qu'ils ont fait, oui. Mais je veux dire. Après, je pense que dans le cas du catch, c'est différent parce que déjà, c'est un truc qui est vachement plus. Alors c'est bizarre à dire, mais c'est encore plus flamboyant qu'être acteur, tu vois. T'as vraiment encore un rapport à l'image. Oui, bien sûr. Qui est différent. Donc, mais bon, voilà, tout ça. Enfin, là, on a un peu digressé, mais pour le coup, c'est vrai que c'est un des aspects pour lesquels je kiffe vraiment ce milieu, quoi. Bon, tout à l'heure, on a parlé du coup de Dark Side of the Ring. Juste pour la petite info, il y a une nouvelle saison qui revient. Est-ce qu'on va parler d'un petit moustachu? C'est pas sûr. Affaire à suivre. Le jour où ils font un épisode, le jour où ils font un épisode Dark Side of the Ring sur Vince McMahon, mais ils vont péter l'audience. Mais là, je pense pas sur cette saison parce que trop court le temps de production par rapport aux événements. Oui. Pour ceux qui savent pas, Dark Side of the Ring, c'est une émission qui revient sur le côté entre guillemets sombre du ring. Donc ça peut être sur la déchéance d'un catcheur, ça peut être sur le fameux événement du Plane from Hell où en gros c'est sur le retour d'une tournée et un avion. Il y a eu un épisode, je crois notamment il y a eu un épisode sur Nick Gage au moment où il était en prison. Enfin. Ouais, son braquage et tout ça, là, qu'il a fait son passage en prison, tout ça. C'est super intéressant. Bon, moi, j'avoue que je suis pas spécialement, je préfère pas vraiment regarder pour des raisons comment dire, de garder un peu le côté illusion. Et crois-moi, c'est très compliqué quand tu bosses dans le catch. Je gardais toujours cette espèce d'appréciation du produit, parce qu'au final, tu vois. Toi, le Dark Side of the Ring, même si c'est des sujets moins intéressants et moins globaux que les États-Unis, mais le Dark Side of the Ring, je l'ai déjà vu dans des backstage, enfin, tu vois, j'ai déjà vu des trucs qui s'y rapprochent. Et justement, j'ai pas envie de me rajouter ça. Heureusement, ça a tendance à s'améliorer un peu quand même.
Même si, voilà. Mais c'est vrai que je dis tendance, hein. Je dis pas. Après, honnêtement, tu vois, les personnes avec lesquelles je bosse, maintenant, j'ai moins peut-être le besoin et moins la motivation de chercher des bookings à droite à gauche. D'autant plus que quand t'es commentateur, être commentateur, c'est bosser dans un domaine, en fait, où t'as beau être le meilleur, on s'en branle, en fait. Parce que les commentaires sur un show, c'est juste, entre guillemets, la chantilly, en quelque sorte, tu vois, ou le lien. Donc, en gros, c'est au bout de 18 ans, j'ai l'impression d'être un des meilleurs, parce que forcément, c'est un truc que tu maîtrises au bout de 18 ans, mais dans un domaine où, en fait, on s'en fout, quoi. En gros, c'est être un gros... Tu vois, donc, du coup... Et tout ça pour dire que maintenant, moi, effectivement, je vois du mieux, mais c'est parce que les personnes avec lesquelles je bosse avec elles depuis 10 ans pour certaines, donc forcément, il y a une dynamique qui est pas la même, tu vois. On est plus humain, on est plus limite une famille sur les shows que une compagnie, ou tu vois. Ça reste du boulot et on fait ça de façon très pro, mais au final, on est plus une espèce de petite famille moyennement fonctionnelle que vraiment un truc comme les grosses compagnies, quoi. Ouais. Bon, du coup, on revient sur les infos. Du coup, on va parler de Vince McMahon. Ah bah tiens. Du coup, on avait commencé à l'évoquer, du coup, en parlant du Lesnar Rhodes, évidemment qu'il n'a pas été impliqué. A priori, Vince McMahon est quand même moins impliqué que ce qu'on pouvait croire la semaine dernière, puisqu'il n'était pas présent en backstage de SmackDown. Même s'il a quand même fait quelques modifications mineures, a priori, sur le script du show, mais bon, ça s'est pas vraiment vu. C'était moins le bordel qu'à Raw, en tout cas. Il n'était pas non plus présent à Raw cette semaine. A priori, Raw a eu des difficultés, mais on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est pas dû à Vince McMahon. Bah, je pense tout simplement qu'ils ont peut-être vu les échos et qu'ils se sont dit putain, c'est pas possible, quoi. Peut-être. Je pense, hein, j'espère. Raw a quand même eu des difficultés cette semaine, mais c'était indépendant de leur volonté, on y reviendra dessus. Faut noter quand même que Vince McMahon a signé un nouveau contrat le 29 mars suite à la vente de WWE à Endeavor, mais ça en vrai c'est logique. Parce que la compagnie a été vendue, donc t'es un peu obligé de renouveler tous les contrats, de tout renégocier les termes et tout, surtout les dirigeants, enfin voilà. Ouais, voilà, j'allais dire, du coup, les workers qui ont été engagés pour des contrats longue durée, je pense par exemple aux Good Brothers, eux, ça change rien du coup. Non, ça change pas grand chose, mais pour tout ce qui est dirigeant, tout ça, t'es obligé en fait, parce que du coup, il a un nouveau poste en fait, concrètement, presque c'est comme s'il avait un nouveau poste, et t'es surtout engagé par une nouvelle conférence. C'est pas que t'es engagé par une nouvelle compagnie, ça je pense que ça change pas grand chose en vrai, mais c'est surtout qu'en fait, il y a peut-être des nouvelles clauses, enfin voilà. Et surtout, il y a une nouvelle clause qui a été ajoutée sur son contrat justement qui indique qu'il doit respecter le code de conduite de la compagnie, donc en gros, il a signé le nouveau règlement intérieur. En gros, voilà. Ouais, alors comme je le disais à Valentin, je trouve ça ridicule, c'est vraiment une formulation alambiquée pour dire tu violes pas et tu fais pas d'attouchement comme t'as déjà fait. En gros, c'est ça. En gros, tu vois, le règlement intérieur qu'on te donne en début d'année quand t'es au collège ou au lycée, c'est le même chaque année, mais t'es obligé de le signer, quoi. Tu vois, c'est marrant, pour le coup, j'ai été pion pendant une paire d'années. Enfin, pion, assistant d'éducation, c'est le terme officiel. Et on n'a pas idée à quel point faire le règlement, au final, c'est chiant parce que t'as beau mettre des trucs, t'as toujours des élèves qui te disent « Ah ouais, mais ça, c'est pas dedans, hein, donc ce que j'ai fait, j'avais le droit, quoi. » C'est assez... C'est pas marqué blanc sur noir, enfin noir sur blanc. Il faut pas faire de bataille d'eau à la récré. Ah, mais on a le droit, alors, c'est bon. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Bon, après, heureusement, la plupart des élèves sont pas... Enfin, la plupart des élèves, ou même des personnes qui doivent signer un règlement, sont quand même pas à ce point, mais bon, c'est vraiment... Oui. C'est les règlements, enfin, surtout dans le cas de Vince McMahon, en plus... le mec, après, il est c'est du bon sens, quoi. Enfin, je veux dire... Oui, voilà, c'est du bon sens, mais la formulation est quand même vachement lubriquée. Je pense que eux-mêmes, donc Endeavor sont conscients que Vince a des casseroles au cul. Bon, le fait qu'il l'ait réengagé, ça c'est déjà très limite. Dans le coup du tu suis le règlement, c'est risible, quoi. C'est risible. En fait, ils l'ont réengagé, je pense, c'est surtout parce que déjà il est pote avec le CEO de Endeavor déjà. Puis la vente s'est fait grâce à lui. Donc en vrai presque, enfin j'ai envie de te dire ils sont presque obligés entre guillemets. Tu vois, c'est tellement du business en fait que. Enfin, Vince McMahon a peut-être dit je vous donne l'accord de me vendre si vous me gardez, quoi. Tu vois, en gros, c'est à peu près ça. Ouais. Après, c'est un peu ça, quoi. Après, je sais que bon, c'est une habitude dans l'émission que je suis toujours un peu le casse-couille gaucho de service, mais j'ai envie de te dire, si Endeavor est au courant des casseroles de Vince et qu'elle l'a signé, oui, on peut dire elle pour une compagnie, franchement, eux-mêmes méritent pas grand-chose. Hein. Après, de toute façon... J'ai envie de te dire, j'espère que Vince McMahon, il va pas aller jusqu'à 100 ans, quand même. Je lui souhaite pas la mort, parce que on souhaite pas la mort à personne, mais j'espère vraiment qu'il va pas aller jusqu'à 100 ans. Ou alors que, ouais. un jour ou l'autre, il va prendre conscience que il est temps de passer la...
C'est le côté très compliqué. Je rentre vachement dans ma 36-15 My Life aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un débat que j'ai souvent avec moi-même. Faut le savoir, je suis très croyant en fait. Pas très pratiquant, mais très croyant. Et justement, ce cas de conscience, d'autant plus en travaillant dans le catch et en ayant vu et en étant au courant de choses pas très très claires. Mais bon, je bosse pas avec les personnes sur les choses sont pas claires. Hein, voilà, allez pas dire ce que j'ai pas dit. C'est super compliqué niveau conscience et niveau adéquation avec soi-même. Moi, j'espère vraiment juste soit un jour il passe la main ou. Bah oui, en fait. Ou alors qu'ils vivent pas 40 ans de plus, quoi. Enfin, vraiment. C'est ça le problème avec Vince, c'est que bon, déjà, faut être quand même lucide sur le fait que le catch tel qu'on le connaît, c'est un peu grâce à lui. Je suis d'accord. Par contre, effectivement, le mec est très problématique. Et c'est un peu le même débat qu'on avait souvent à l'époque du podcast, si tu te rappelles, par rapport aux mauvais workers. Genre Nia Jax ou même les vannes récurrentes sur Bicas. En fait, dans l'absolu, bon, pour Vince c'est différent parce que c'est cette notion du fait que ce soit un putain de criminel, mais en gros c'est on veut juste qu'il soit éloigné de ça en fait. Mais ouais, enfin en fait il a une vision d'il y a 30 ans quoi, et ça a pas évolué quoi, c'est ça le problème en fait. Bon, encore une fois on le redit, par contre le fait que ça soit un criminel sexuel fait que pour moi il devrait aller en tôle. Voilà, donc là on va mettre ça de côté, le entre guillemets. Voilà, on va enlever l'humain, on va dire, on va juste prendre le côté problématique par rapport à son taf. Comme ça, voilà, il y a pas de. Ces idées ont pas évolué depuis 30 ans, quoi, donc c'est ça le problème. Bah c'est ça en fait, Vince McMahon concrètement, c'est le mec qui pisse contre le vent. Alors des fois de temps à autre, il a de la chance et ça touche la cuvette, mais souvent, bah il en a plein les dents après. Et cette image est dégueulasse. C'est un peu le mec qui se sert un verre d'eau depuis le haut de la Tour Eiffel, avec le verre qui est posé en bas. Il y a quelques gouttes qui vont tomber dans le verre, tout le reste va tomber à côté, quoi. Bon, après, faut être lucide, par contre, sur le fait que quand ça marche, généralement, ça marche très bien. C'est vrai. Parce que bon, quand tu regardes, par exemple... alors, c'est souvent... Tu mets rien que Austin McMahon, voilà, enfin, au début des années. Ouais, même Roman Reigns, au final, hein, c'est sous l'ère McMahon qu'il a réussi à devenir une putain de légende, quoi. C'est vrai. Bah ouais, bon. Il y a quand même beaucoup de trucs qui ont été incroyables, hein. Mais il y a quand même beaucoup d'idées de merde aussi, quoi. Pour ça, tu dois te taper des storylines racistes, des moments où ils voulaient se faire... Sur 10 idées, il y en a 8 qui sont pourries, il y en a 2 qui sont très bien, quoi. Et t'en as une qui est un peu entre deux, tu vois, enfin... Voilà. Bah bref, vous avez compris, Vince McMahon, c'est un sacré débat, et je pense qu'honnêtement... Le pire, c'est que je pense qu'on serait capable de faire un truc très intéressant sur le sujet et tout. Par contre, c'est un truc qui est tellement compliqué, et au point de vue humain, et au point de vue juridique, que je pense pas qu'on soit capable de faire un truc dans un podcast qui dure 1h30, quoi. Ouais. Non, c'est trop compliqué. Donc attendez l'épisode de Dark Side of the Ring, je pense que le jour où ça sortira, ce sera très intéressant. Oui. On passe à la suite avec Triple H qui était présent lors de SmackDown la semaine dernière, donc le lendemain qu'on a fait l'émission. Triple H a été annoncé, il a fait son apparition, il a annoncé le retour du draft WWE, on en avait parlé que ça allait potentiellement avoir lieu prochainement. La date est pas officielle, mais a priori ça pourrait être le 8 mai. Pour la draft de WWE, en tout cas c'est selon les rumeurs, ça pourrait être le 8 mai. Alors d'après... savoir quand même que Triple H a annoncé que tout le monde était éligible et qu'il pouvait y avoir des changements qui vont changer beaucoup de choses. Bah déjà il va y avoir pas mal de call-ups d'NXT à mon avis. Hein. Et effectivement il pourrait y avoir quelques call-ups de NXT, notamment peut-être Braun Breaker, peut-être Pretty Deadly, peut-être pas mal. On avait Cameron Grimes aussi, qui est apparemment sur qui est sur la ligne de départ là. Ouais. Après s'ils veulent vraiment péter un truc, ils font. Ouais, enfin non, ça marcherait plus. Jerry, ils envoient des noms établis à NXT, mais non, c'est pas, ça irait contre le. Moi, je ferais un clan en vrai de NXT qui débarque dans le roster, un peu mais construit différemment. Le problème, c'est que les stables qui font des invasions, c'est devenu vachement trop. C'est devenu une limite à running gag, quoi. Ouais, mais quand tu regardes, il n'y a pas eu de gang vraiment intéressant en termes d'invasion. Non, mais si tu fais un clan, que c'est Triple H qui prend la main du clan, Triple H qui se met en leader du clan, Shawn Michaels qui vient envahir le show de Triple H. Ouais, mais non, c'est pareil, on se retrouverait de nouveau avec le côté de la figure d'autorité heel, et ça, c'est pareil, on a mis 15 ans à s'en sortir, maintenant que les bleus un peu sortis. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, le truc des clans. Shawn Michaels qui crée un clan de NXT qui vient envahir le show de Triple H. Et du coup, ça se termine la Survivor Series entre Team Shawn Michaels, Team Triple H. Moi, je suis. Ouais, je sais pas. Ça pourrait être très bien, d'autant plus qu'il y a quand même des mecs très talentueux. Mais au niveau de la répétitivité de l'histoire, ça serait pire que la division féminine de la AEW, quoi. C'est vite dire, quoi. C'est bien dire. Il n'y a pas eu de clan d'invasion. Enfin.
Ah, il y en a eu. Le dernier clan qui a causé des problèmes comme ça à foutre le bordel, c'est Rétribution. T'as vu la gueule du clan, toi? Oui, d'accord, oui. Non, j'avais plutôt pensé à Honor No More, à la Impact. Ouais, ça, il y avait Honor No More, Impact, ouais, mais. Ça a Mais c'est pas mal d'ailleurs. c'est con. Dedans, là, c'est pas mal. C'est con, mais tu vois, le truc des Wyatt Six qui était apparemment un moment prévu. Mais ça, c'est une bonne idée. Ouais, clairement, hein, ça aurait été sympa vu les noms évoqués. Un Wyatt Six, ça aurait pu être incroyable. Mm. Vraiment, il y avait moyen de faire un truc de fou. Après, c'est vrai. Sur les collabs de NXT, a priori, bah, justement, on a évoqué Pretty Deadly qui ont évolué lors des live events WWE il y a quelques semaines. Ils étaient sur les live events de main roster. Ils ont été félicités pour leur travail, a priori, qui a été fortement apprécié. Et ils sont quand même dans les bons petits papiers pour arriver dans le main roster. Apparemment, à un moment, on avait parlé de l'émission peut-être de Carmelo Hayes aussi. Mais du coup, ça. Maintenant, il est champion, donc je suis pas sûr. Bah, après, ça se trouve. Il peut faire un call-up en étant champion, ce sera pas. Ça peut être un champion de transition, hein. En tout cas, ils peuvent faire un call-up en étant champion. C'était Kevin Owens qui était arrivé en étant champion. Après, honnêtement, moi, c'est ce que je me suis dit dès le moment où ils ont annoncé son prochain challenger. Je me suis dit, vu le mec qu'ils ont annoncé, ça va être. Ouais. C'est depuis le temps que Waller, il est. Donc, Grayson Waller est challenger. Donc, honnêtement, ça me surprendrait même pas. Hein. Mais de toute façon, le truc, c'est que. Là, honnêtement, le booking de NXT et de Carmelo Hayes, je comprends pas. Parce qu'effectivement, on a eu. Alors, une victoire sur une tricherie. Suite à laquelle Braun Breaker le félicite comme s'il venait de faire Taker Michaels de WrestleMania. Ensuite, on a Ace qui est toujours accompagné de je ne sais même plus son nom, qui est clairement heel. Breaker qui fait un heel turn. Au dernier NXT, du coup, Breaker a expliqué un peu ses trucs, bon ça ok. Mais Carmelo Hayes, en fait, le truc c'est que... Bah, en fait, au niveau de Face Wheel, tu sais pas en fait. C'est un peu ce que je reprochais à la rivalité Lesnar contre Bobby Lashley, c'est que c'est pas clair en fait. Voilà, techniquement, avec le gars qu'il a en face, il est face. Hein. Oui, mais sauf que dans ce cas, son manager, il sert à rien, tu vois. Genre la EW, maintenant que Britt Baker est face, ils ont... Il y a plus Rebelle. Bah oui, voilà, oui. Donc, bon, après, tu me diras, il y a encore Don Callis du côté de Kenny Omega, mais tu vois le truc. Rebelle, je sais pas si t'as déjà vu son âge, mais moi je suis... je veux bien qu'on le juge pas par âge, hein, mais c'est pas le futur, quoi. Oui, non, mais on s'en fout, t'as son manager, dans l'absolu, on sait bien que t'as pas besoin de... Pour être un bon manager, c'est une catcheuse horrible, hein. Oui, bah oui, mais bon. Je veux dire, par exemple, niveau âge, je pense que Heyman, il doit avoir il doit approcher de la soixantaine, le mec. Oui, non, mais après... Donc, dans l'absolu, oui, c'est pour ça que je dis que pour un manager, à la rigueur, on s'en tape. Mais là, dans le cas présent... oui, bah... voilà, hein, ça... Bon, il est déjà courageux de se prendre encore quelques bums de temps à autre, surtout ces temps-ci, mais bon, tout ça pour dire, à la rigueur, il y a des domaines où là, tu t'en fous un peu, quoi. Oui, sauf si tu t'appelles Jim Ross et que tu foires tous tes commentaires. Il y a des domaines où tu t'en fous pas, mais après, ça dépend. J'ai déjà dit que j'aimais pas Jim Ross aux commentaires, parce que j'aime vraiment pas Jim Ross aux commentaires. Actuellement. C'est compliqué. C'est compliqué. On enchaîne. Finn Balor. Là, c'est un peu la partie mauvaise nouvelle. On va parler de 2 petites blessures. Blessure, absence, maladie, enfin tout ce que tu veux. Finn Balor qui a souffert d'une déchirure au mollet peu de temps avant WrestleMania. Exactement, c'était le 10 mars, donc il y a à peine un peu plus d'un mois. Il aurait dû être écarté des rings de 6 à 8 semaines. Mais le gars est revenu dans les rings au bout de 3 semaines et 2 jours. Bah, c'est un malade. Hein. Vraiment, en vrai, c'est un malade. Hein. Puis même, tu vois souvent, il poste souvent des photos de ses entraînements et tout. Mais le mec, alors là, pour le coup, je parlais de personnage de Chanel plutôt, mais le mec, c'est un perso de manga en fait. Hein. Il est incroyable. Il a fait un rôle là où il prend des coups de tête alors qu'il a encore 21 points de suture sur la tête. Bah, psychopathe. Déjà, rien que le match, d'autant plus en sachant la blessure qu'il avait avant, mais le spot de WrestleMania où il est quand il monte sur la table, enfin l'espèce de truc coincé dans la cage et qui fait son coup de grâce de là, le mec, il est... c'est un malade. Hein. Ouais, bon, par contre, à mon avis, je pense que c'est celui, par contre, qui risque le plus d'avoir une carrière écourtée, un peu à la Edge, malheureusement, quoi. L'adrénaline, ça fait faire des trucs un peu... Ouais.
Ah, sur le coup, en fait, t'es tellement dedans, en fait, je pense que tu fais même pas, tu calcules pas, en fait. Ouais, mais Et après, une fois que t'as fini, tu fais putain, quand même. après, après, surtout maintenant comment dire, que les gens sont plus. Ah, excuse-moi, il faut que je coupe juste mon assistant. Je vous demande une petite seconde. J'aime bien prétendre. C'est ça, ouais, c'est leur médicament. J'aime bien prétendre que mon Alexa, en fait, est l'ancien general manager de Raw qui s'est trouvé un nouveau boulot. Donc oui, je disais, le truc, c'est que maintenant, on fait beaucoup plus attention, on est beaucoup plus regardant sur les histoires de commotion, tout ça. Donc voilà, tu mérites pas de te... Enfin, comment dire, j'ai énormément de respect pour des mecs comme Baylor ou comme Edge, hein, parce que quand tu regardes, il a quand même tapé des matchs à stipulation depuis son tour. Mais de façon plus terre à terre et pragmatique, je serais plus du genre entre guillemets, à féliciter des mecs comme The Miz, tu vois. Ouais. Non, mais Baylor, là, il faudrait qu'il se mette un peu au repos, au moins le temps que sa cicatrice, son truc, déjà. Et puis peut-être se remettre vraiment de sa blessure. Parce que t'as beau te remettre assez vite des trucs, si on te dit que tu dois être absent de 6 à 8 semaines, tu reviens au bout de 3 semaines, tu vas peut-être le payer un moment. Ouais. Alors, c'est peut-être de la psychologie à 2 balles, mais je me demande si dans un sens, il est pas toujours un peu frustré de ce qui s'est passé quand il avait gagné le titre universel. Probablement, en vrai. Hein. Parce que le mec était, entre guillemets, il avait tout pour être la star et tout, et puis malheureusement, quand il est revenu, c'est devenu un mid-card, voire un upper mid-card, quoi. Ouais. Non. Autre talent, du coup, que t'aimes bien, et je sais qu'il devrait être aussi... qu'aurait dû avoir un autre règne mieux que ce qu'il a eu. Drew McIntyre. Drew McIntyre Oui. qui est malade depuis plusieurs temps. On en avait parlé l'autre fois, hein, qu'il avait été malade et qu'il était revenu et tout ça. A priori, on sait pas trop ce qu'il a. Il doit avoir un virus, quelque chose en fait, parce qu'il a des problèmes de santé depuis plusieurs semaines. On sait pas trop, voilà. Savoir qu'il est quand même absent. Il est revenu juste pour WrestleMania et depuis on l'a pas revu. Faut aussi noter qu'il y a des discussions pour prolonger son contrat qui sont un peu difficiles, mais c'est pas la raison de son absence. Donc peut-être qu'il a une maladie, quelque chose. Enfin, en tout cas, on n'est pas au courant, on n'a pas trop l'info, mais. J'y ai repensé. J'y ai repensé il y a pas longtemps, justement, je me disais, putain, si c'est un truc entre guillemets grave qu'il a, le mec, il aurait eu un run, mais maudit, quoi. Du début à la fin. J'espère pour lui que c'est pas grave, que c'est juste peut-être un virus grippal qui traîne, hein, ça peut arriver, des fois ça dure longtemps. Ah, c'est ça le problème, c'est que quand on a. Il est juste chopé, ou espérer à la limite, on en est rendu presque à espérer qu'il ait juste chopé le Covid et qu'il se le traîne un petit peu et que ça a du mal à. Bah, il l'avait eu, hein. Voilà. Il l'avait eu le Covid d'ailleurs pendant les. Il a chopé, hein, peut-être il se le traîne ou voilà. Bon, donc, effectivement, dans tous les cas. Maintenant, le Covid, on en est presque à espérer de choper ça plutôt que de choper des trucs plus graves, quoi, tu vois. Bah, après, non. Maintenant, c'est beaucoup moins grave. Oui, mais c'est une erreur parce que le Covid peut avoir des séquelles, même encore maintenant. Mais effectivement, c'est vrai que là, quand on apprend que quelqu'un qui est malade, et puis bon, j'avoue encore plus avec un catcheur que j'apprécie, c'est clair que j'espère que c'est genre juste une grippe ou une gastro, voilà quoi. Mais bon, pour être honnête, c'était juste une. Dure depuis plusieurs semaines, c'est compliqué. Une grippe, oui, non mais ça peut pas traîner. Après, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que j'espère que c'est pas un truc qui est. Alors, oui, bien sûr. Déjà qu'ils mettent pas sa vie en danger. C'est déjà ça, surtout le plus important. Et que si ça ne met pas sa vie en danger, que ça ne met pas non plus sa carrière en danger. A priori, il a quand même fait l'effort de revenir pour WrestleMania, mais je sais pas s'il était malade ou s'il était dans une phase un peu entre deux où ça allait un peu mieux et qu'il a rechuté. Mais si le mec a fait l'effort de revenir alors qu'il était pas du tout en forme et qu'il était complètement malade, chapeau quand même. Et en plus, avec le match qu'il a eu, quoi. Ouais. Justement, on va en parler de suite. Ah bah voilà. Parce qu'il faut quand même en parler, justement, quand même si on en pense ce qu'on veut des notes de Dave Meltzer, mais il faut quand même en parler. Parce que c'est quand même on va dire, c'est quand même un point, on va dire, vu que c'est la même notation tout le temps, tu peux faire des comparatifs quand même sur la qualité des matchs, etc. Ouais, mais... Oui, mais après, c'est un avis subjectif, c'est comme tous les avis, mais je veux dire, comme c'est la même notation... Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, des fois, il y a des trucs, c'est un peu chiant. Genre, tu regardes, il avait, quand il y avait eu le WrestleMania du Covid avec c'était un Equit match, je crois, avec Orton et Edge. Lui avait dit que c'est un des pires matchs qu'il avait jamais vu, mais quand tu regardes objectivement, il n'y a pas de... Le match est bien fait, quoi. L'ambiance du show, il fait beaucoup aussi. Hein. Voilà, donc c'est pas... Parce que là, justement, le Gunther Sheamus McIntyre qui a obtenu la note de 5 étoiles, qui est vraiment pas mal. Et il y a aussi le Kevin Owens Sami Zayn contre les Usos aussi qui a eu 5 étoiles. Et faut quand même noter que pour main roster WWE, il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps des 5 étoiles. Il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas eu beaucoup.
Mais il faut quand même noter que Gunther, depuis qu'il est à la WWE, il a eu 5 matchs 5 étoiles et c'est un record pour la WWE. Donc voilà. Mais après, comme je te dis, on en pense ce qu'on veut de la notation de Meltzer, mais au moins, c'est le même critère tout le temps. Ouais. Donc tu peux, voilà, au moins tu peux fixer à peu près le truc. Ouais, mais je sais pas, c'est une référence entre guillemets, je veux dire, puisque du coup, ouais, je sais que ça intéresse les catcheurs parce que ils en parlent tous. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu regardes, bon, c'est vrai qu'effectivement, des fois, il y a des matchs où il y a des botches et tout, je suis totalement d'accord, mais quand tu regardes, ne serait-ce rien que l'humeur perso peut jouer sur ton appréciation du match, tu vois. Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Genre, bah tiens, c'est exact. Ouais, mais j'aime pas les critiques de cinéma justement, mais quand tu disais, par exemple, on en parlait tout à l'heure avec le segment Cody Lesnar, tu mets le segment Cody Lesnar à la fin d'un Raw qui est bien coté, banger, excellent et tout. Voilà, ouais. Mais là, comme on l'a eu après avoir eu de la merde pendant 2 heures, bah du coup, le truc est passé moins bien, tu vois. Et après, la notation de Meltzer prend en compte aussi la storyline, prend en compte aussi l'ambiance du match, prend en compte la place sur la carte, plus aussi la qualité de la carte si elle est bonne. Wow. L'ambiance c'est bien dedans, du coup ça rentre aussi dedans. Enfin, après un show par Meltzer. En fait, plus il y a de la qualité déjà dès le début, en fait, et tout, plus les notations des matchs haute qualité, après, ils peuvent être encore plus élevés, en fait. C'est-à-dire que s'il y a un match planté au milieu d'un show de merde, il y a assez peu de chances que tu aies un 5 étoiles. En fait, le match, il va faire 4 étoiles. Il va tu vois, une ambiance de merde, en fait, tout le show. Un détail, par exemple, mais à l'époque, je me rappelle, je crois que c'était le premier match qu'il avait noté 6 étoiles. Quand tu avais eu Okada contre Omega, lui avait noté le match 6 étoiles, et à côté de ça, je connaissais des mecs qui étaient workers, qui trouvaient que le match était naze parce que très dangereux, machin et tout, tu vois. T'as tellement de critères qui rentrent en compte autres que. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Après. Bien sûr, mais je veux dire, c'est la même notation pour voilà, pour le système. Après, moi, c'est. Tu disais, c'est comme. Tu disais, c'est comme les critiques de films, mais honnêtement, moi, c'est pareil. Les critiques de film, je le fais parce que voilà, c'est une habitude que j'ai, machin. Mais le fait de critiquer un film, je suis pas. T'as tellement de trucs qui rentrent en compte. Bon, après, pour le cinéma, c'est différent. Ça permet quand même d'échelonner un peu le truc, quand même, quoi, tu vois. C'est ça que je veux dire. Bah ouais, mais comme je dis souvent, si maintenant il y a un film qui est un chef-d'œuvre. Tiens, par exemple, Avatar 2. Le film a fait un carton et tout, beaucoup de personnes l'ont aimé, mais moi, j'ai pas aimé du tout, tu vois. Tu vois, ça me fait une belle jambe, je l'ai pas aimé, mais ça me fait une belle jambe de savoir que Jean-Michel YouTube l'a noté 15 sur 20, tu vois, c'est pas. J'aime pas le principe de notation, en fait. Mais bon, après, effectivement, je peux comprendre qu'il y en a qui aiment bien avoir une ligne directrice, et voilà, mais honnêtement, je vois pas. Le fait que dans le système de notation, quand même, Gunther ait le record de match 5 étoiles du côté de WWE en si peu de temps, en vrai, entre guillemets. Ça te dit quand même la qualité du truc, quand même. Gunther, par contre, ce qui m'impressionne vachement, c'est que le mec, en plus d'être un putain de worker, il a un putain de talent, entre guillemets, d'acteur. Parce que quand tu le vois, il est super carré et tout, machin. Et j'ai vu une interview de lui récemment, et il sait sourire, en fait. Ouais. Et ce qu'il avait dit, en même temps, super intéressant, parce qu'en fait, il disait, ouais, moi, mon but, c'est de faire le main event de WrestleMania 40. Et le mec, il fait donc pour le World Championship. Et il lui a sorti un truc que j'ai beaucoup aimé, ne serait-ce qu'au niveau storyline. Il fait bah non, le titre intercontinental, je compte pas le perdre. Ouais. Tu vois. Et du coup, voilà. Il y a plein de mecs comme ça, des catcheurs, quand tu les découvres en dehors des storylines et tout, et quand t'as juste ne serait-ce que des interviews, tu les vois. Ils sont intelligents en interview, quoi. Bah oui, ouais. C'est comme la plupart des catcheurs, tu leur as posé la question, il fait bah bien sûr pour le titre mondial. Et le mec, tu lui réponds, mais t'es champion intercontinental en ce moment, donc ça veut dire que tu vas perdre le titre entre temps. Ouais, bah oui. Donc, ouais, j'avais, c'est pareil, je sais plus si je l'avais dit en émission ou en dehors de l'émission, mais c'est pareil, à un moment, il y avait eu un reportage sur Shayna Baszler sur le network, à l'époque, et ça m'avait fait vachement surprendre, parce qu'en fait, elle te montrait un peu comment c'était chez elle, puis genre, elle te disait, oui, alors là, c'est mon coin pour la réalité virtuelle et tout, mais vraiment humaine, en fait, tu vois, ouais. Et pas le personnage, et ça change totalement le truc. T'as le même cas de figure avec Charlotte Flair. Elle avait fait 2-3 promos à des moments où elle était face, où j'avais l'impression que tu voyais plus la personne derrière la gimmick, tu vois. Mm-hmm. Et genre Charlotte Flair, franchement, elle a un sourire en vrai, mais le sourire est magnifique. Quand il est naturel, quand elle le joue dans sa gimmick, même quand elle est censée être face, j'ai envie de lui caler des claques tellement elle est... Un peu comme Stephanie McMahon, quoi. Alors Stephanie McMahon, Quand elle a un sourire naturel, ça va. Quand elle a un sourire forcé, on dirait le démon.
Ouais, enfin, je sais pas. Après, bon, là, on fait un peu de regard sur des trucs qui nous regardent pas, parce qu'au final, on n'est pas concernés. Mais c'est vrai qu'effectivement, des fois, c'est pour ça que t'as beaucoup de personnes qui disent, ah oui, tel catcheur, faudrait le laisser être un peu plus naturel. Par exemple, on parlait de la lucha underground avant l'émission, et dedans, je me rappelle, à l'époque, je sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais il y avait un mec qui disait qu'il l'appréciait beaucoup plus, du coup, c'était Johnny Mundo, si je dis pas de bêtises, à l'époque, donc John Morrison, machin, quand il était face, parce qu'à la lucha, quand il était face, il avait l'air un peu plus naturel, en fait. T'avais l'impression que c'était un peu plus lui et moins un rôle. Donc du coup, t'avais ce truc-là. Je crois que c'est pareil, c'est pour ça que t'avais Mick Foley qui avait dit à un moment que les meilleures gimmicks, c'est celles qui sont le plus proches de ta propre personnalité, en fait. Bien sûr. Du coup, autre info du côté de WWE, on passe totalement à autre chose, il n'y a même pas de transition, vraiment, on enchaîne sur un truc qui a absolument rien à voir. On en avait déjà parlé un petit peu, je crois que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, de Shinsuke Nakamura. Oui. Qui devait revenir. WWE a annoncé officiellement le retour de Shinsuke Nakamura pour SmackDown demain soir, du coup. Ça a été annoncé la semaine dernière. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Ce qui est surtout cool, c'est que s'ils prennent le temps, entre guillemets, de l'annoncer, c'est qu'ils ont quand même un peu de trucs pour lui. Ça sent les Gunther Shinsuke Nakamura, presque. J'ai presque envie de dire. C'est très possible. Pourquoi pas. La place sur la carte de Shinsuke Nakamura, et surtout qu'il c'est un des anciens champions, il y a pas très longtemps, avant les règnes de Gunther et tout, voilà. Donc en vrai, ça m'étonnerait qu'à moitié. Moi, j'attends qu'ils arrivent à refaire de lui la star qu'il était à NXT, quoi. Ouais, j'aimerais. Il y avait Nakamura, s'ils arrivent à le crédibiliser, en faire un champion du monde d'ici 1 an ou 2, quoi. Ça serait incroyable. En fait, ce qu'ils auraient pu faire à l'époque où il avait gagné le Rumble, en fait. Parce que c'est pareil, quand il a gagné le Rumble, j'y avais cru. Je veux dire, le mec, il élimine carrément Reigns en finale. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Totalement, mais Shinsuke Nakamura, les gens imaginent pas la star que c'était quand il était à New Japan. C'est une dinguerie, quoi. Déjà, comme dit, tu regardes son aura à NXT et son aura dans le main roster, c'est pas du tout la même. Ah ouais. Ses entrées à NJPW, mais monstrueuses. Et puis, il était au niveau des Kazuchika Okada, Kenny Omega et tout ça avant de signer WWE. C'était vraiment un énorme coup de WWE d'arriver à avoir Shinsuke Nakamura. Déjà, c'est pas compliqué. Depuis qu'il est à WWE, il est en vacances, presque. Quand tu regardes la réaction qu'il a eue à la Noah, c'est bien la Noah quand il avait fait son. Ouais. C'est le mec est toujours une star, quoi. Ouais. Mais là, j'ai pas à peine, depuis qu'il est à WWE, il est en vacances, quoi, presque. Vu que Vince McMahon est un connard raciste, il a pas eu le rôle qu'il méritait. Ouais. De toute façon, Asuka, elle a quand même eu les titres, mais elle a jamais été vraiment mise en valeur non plus, quoi. Asuka, c'était marrant parce qu'elle parlait pas anglais, tu vois. C'était marrant, donc ce rôle. Ça a été vraiment la championne au moment où les titres féminins n'étaient pas forcément trop mis en avant non plus, quoi. Enfin, donc. Non, mais de toute façon, tu peux regarder tous les bookings de personnes non américaines, tout du moins non anglophones. Ça a toujours été une catastrophe. C'est vrai, en plus. Ou même des mecs qui parlaient anglais, genre c'était Hassan et Daivari à l'époque, quoi. Leur filer une gimmick de terroriste, putain, quoi. Surtout en plus, c'était pas longtemps après les attentats, en plus. Oui, bien sûr, oui. C'était une dinguerie, quand même. Il fallait oser, quand même. Franchement. Ouais, mais alors là, on est dans un cas j'ai envie de te citer du Audiard en disant les cons, ça au sous, c'est ça qu'on les remarque. C'est ça qu'on les reconnaît. Parce qu'honnêtement, cette gimmick, c'était un peu de la merde, quand même. Après, tu regardes. Elle est aussi loin qu'ils ont été, c'est chaud. Par contre, faire venir un personnage heal qui te sort, moi je suis content qu'il y ait eu les attentats, machin. Là, ouais, en vrai, oui, tu veux jouer totalement avec la haine, oui. C'est de la haine. Ouais, mais c'est un peu. Ils ont été très loin quand même. C'est un peu du même degré que quand t'avais eu JBL qui avait été engueulé parce qu'il avait fait le salut nazi dans un show en Allemagne, quoi. Ouais. Il y a des trucs, non, tu veux pas aller là, quoi. Mais franchement, même, enfin. Oui et non, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, pour le spectacle, tu sais que c'est le spectacle qu'ils pensent pas. Après, tu vois, moi perso, je fais partie de ceux pour qui le catch, même en tant que fan et non pas en tant que worker. L'humour noir, ça me dérange pas. Ouais, mais des trucs comme ça, en vrai, moi, ça me fait rire plutôt qu'autre chose, quoi. Je sais pas. Pour moi, c'est too much. Tu vois, déjà la limite, elle est mise quand t'as John Cena qui fait à Jey Uso qui ressemble pas à son mugshot, tu vois. Donc. Ouais, mais ça va, c'est drôle, quoi. Mais non, comment expliquer ça? Moi, ça va, franchement, ça va, quoi. Pour te donner une idée, une ex à moi. Tu sais que la personne en face il a donné son accord pour qu'il y ait ce genre de truc qui sort. Ouais, mais non, parce que ça, par exemple, tu vois, j'ai une ex à moi, par exemple, qui est juive. Et elle m'expliquait, parce que forcément, une des cibles préférées de l'humour noir, c'est les vannes antisémites.
ou qui sont pas antisémites, mais qui sont limites. Et elle me disait, si tu fais une vanne sur un truc, entre guillemets, qui peut vraiment être drôle, tu vois, ça va. Par contre, si tes vannes sur les juifs se résument à l'argent, tout ça, tu vois ce que je veux dire? T'as une différence entre l'humour et l'attaque. Donc là, le fait d'attaquer sur le terrorisme, d'autant plus quand c'est un sujet où t'as vraiment eu, tu vois, t'as quand même eu des morts, quoi, en fait. Oui, bien sûr. On n'est pas dans le même cas de figure où, par exemple, là, dans les promos que se bouffe MJF parce qu'il s'est fait larguer, machin, ou même MJF qui fait à Sam Guevara, bah c'est cool, dans 8 mois, tu pourras demander en mariage une autre nana à la télé. Dans un autre sujet, dans le même genre, t'as Ilya Dragunov, par exemple, quand il était à la VXV, qui se trimballait avec un drapeau de l'Union soviétique et qui disait qu'il adorait Staline et tout ça, enfin, tu vois, enfin, ouais, c'est tellement de la haine gratuite, en fait. Ouais, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que tu peux utiliser certains trucs, mais je pense que dès le moment où tu tapes un truc qui a vraiment été grave, en fait, là, ça me met mal à l'aise, tu vois. Mais après, encore une fois, c'est mon opinion, hein. Donc, ça dépend des sujets, ça dépend comment c'est fait, ça dépend par qui c'est fait, ça dépend le contexte de pas mal aussi. Donc ouais, je jugerai pas comme ça en fait, ça dépend beaucoup du contexte, ça dépend beaucoup de la personne. Puis comme tu l'as dit, en plus c'est de la cheap it, quoi. C'est pas t'attaques pas quelqu'un. Ça me fait rire, enfin les trucs c'est tellement gratuit, ça me fait rire quoi. Enfin, ouais, mais comme dit, tu vois, comme Virgil qui est quand il était à la WWE, qu'il l'appelle Virgil parce que le père de Dusty Rhodes, son vrai prénom c'est Virgil, donc il l'avait appelé Virgil pour se foutre de sa gueule, pour foutre la gueule de Dusty Rhodes. Et quand Virgil il allait à la WCW, il l'a appelé Vincent pour se foutre de la gueule de Vince McMahon, tu vois, moi ça me fait rire quoi. C'est de la haine tellement gratuite. Oui, mais t'es pas, encore une fois, dans un cas encore une fois, hein, je comprends le truc. Hein, comme j'ai dit, moi, quand t'avais les échanges de promos là avec MJF qui claque à Sammy Guevara, ah bah c'est cool, tu vas pouvoir demander une autre nana en mariage et la larguer 8 mois après, j'ai explosé de rire, mais parce que je sais que du coup, Guevara, entre guillemets, en face, avait sûrement donné son accord et tout, tu vois. Oui, bien sûr. Tu te dis, oh putain, la balle est réelle, et là, ça fait marrer. Mais par contre, si c'est un truc qui... tu vois, là par exemple, on en parlait avant l'émission de la promo de Sting au dernier Dynamite qui était vraiment cool. Tu vois, ça c'était marrant. Tu vois, c'est comme par exemple un détail très con. On cherchait un show l'année dernière avec un worker, on cherchait comment il pouvait choper de la hit en plus. Et moi je lui fais, ben écoute, vu comment je suis fringué, parce que j'avais une période un peu chelou en commentaire où j'avais testé des looks, j'étais en kilt en fait. J'étais en kilt. Je fais, bah écoute, ce que tu peux faire, si t'as envie de choper de la hit, mais que t'as pas envie d'attaquer le public et de faire un truc qui passerait pas, je fais, vas-y, blaste-moi moi, quoi. Tu vas choper de la hit parce que je suis censé être un commentateur, donc pas une personne à être attaquée, et ça va marcher. Tu vois? Donc là, ça va. Par contre, si je lui avais dit, bah je sais pas, t'as qu'à dire... c'est comme si on disait au lendemain des attentats qu'on a eu malheureusement en France, c'était comme si on disait à un worker de faire, bah t'as qu'à dire les attentats, c'était bien, tu vois. C'est pas... Voilà. Mais moi, tu vois, je serais genre dans le même cas de truc que toi, en fait. Il était dans ton cas de truc comme t'as raconté, là, juste avant. Je dirais totalement au catcheur, vas-y, fous-toi de ma gueule, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je suis gros, je suis machin, tu fous-toi de ma gueule, vas-y, c'est gratuit. Hein. Voilà, ouais. Et du coup, quand... bon, après, faut pas t'appeler CM Punk et faire des trucs que t'as pas prévu à la base, parce que sinon, tu te mets toute une compagnie à dos. Mais là, c'est marrant. Par contre, effectivement, taper sur un truc aussi grave que les attentats, encore une fois, là, par contre, je trouve ça pas ouf. Ouais, non, mais après, il y a la manière de le dire, là, le contexte. C'est des sujets trop compliqués, vraiment, je sais pas, voilà, moi, ouais, voilà, enfin, je vois le point de vue, hein, je comprends très bien ce que tu dis et tout, mais ouais, mais c'est sûr que ça dépend comment c'est dit, ça dépend comment c'est fait, ça dépend à quel moment, ça dépend de la personne, ça dépend bon, après... Je comprends qu'on puisse servir de certains faits, certains trucs, même les plus horribles en vrai. Ça dépend comment c'est fait. Vraiment. Après, je dis ça, mais avec les personnes que je connais et qui savent comment je suis, j'ai des vannes qui sont beaucoup plus affreuses que ça. J'ai un pote qui... Alors, je vais la raconter parce que je suis fier de ma vanne, mais je vous interdis de rire. En gros, j'ai un ami, malheureusement, sa grand-mère a chopé Alzheimer. Donc, généralement, avec le pote, quand ça va pas, tu sais, avec tes potes, t'essaies de faire des vannes pour les trucs. Puis à un moment, je fais... je commence un truc et je fais, ouais, non, je vais pas finir la vanne, tu vas pas l'apprécier. Et il me fait, ouais, bah oui, c'est vrai qu'effectivement, je fais, ouais, c'est pas grave, au pire, je la ferai à ta grand-mère, de toute façon, elle va oublier juste après, donc
J'ai eu du pot et c'est marré. Voilà. Mais bon. Après, la différence, c'est que quand tu fais ça à quelqu'un en privé qui te connaît, qui sait que tu n'es pas, un être humain abject, c'est une chose. Par contre, la faire devant un public Ça me fait penser à... Attends, je finis juste mon truc. Par exemple, à l'époque, j'avais lu une interview de Coluche. Coluche, c'est pareil, à l'époque, dans ses blagues, dans ses one-man shows et tout, il était toujours assez... il pouvait être assez mordant. T'as des vannes que certains diraient qui passeraient plus aujourd'hui. Mais il racontait une anecdote, en fait. Il disait dans un spectacle qu'il avait fait une vanne, et il voit une nana vachement premier degré, vachement de droite et tout se marrer, et puis lui, dans sa tête, il fait « Mais attends, elle est conne, elle a pas compris que quand je fais la vanne, c'est de elle que je me moque. » Tu vois. Donc, bon. Ça me fait penser à je sais plus quelle émission. T'avais un mec, je crois il avait perdu sa main ou un truc comme ça, il venait témoigner. Et t'as Fabrice Eboué qui se foutait de sa gueule, qui lui balançait des vannes en fait sur des vannes sur son handicap quoi. Et le mec il rigolait, tu vois. Parce que en fait Fabrice Eboué, juste avant l'émission, ce qui a pas été dit, c'est que Fabrice Eboué était voir le mec et il lui avait dit est-ce que ça te dérange si je balance une ou deux vannes et qu'on rigole quoi, tu vois. Mec, Non, mais je suis... vas-y justement. En fait le problème c'est souvent les gens qui s'offusquent, c'est les gens qui ont rien à voir avec le problème, avec le sujet quoi. Bah oui, mais le problème quant à ça, et puis après on va quand même repasser au sujet de la mission, c'est que, ok, t'as des personnes qui n'ont rien à voir qui s'offusquent, mais le problème c'est que t'as aussi beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir qui disent mais non, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, dans le cas présent... Enfin bon, je suis conscient qu'on a pas mal digressé, mais c'est con parce qu'honnêtement, je trouve ça très intéressant comme sujet. Mais oui, effectivement, je propose qu'on recentre un peu et qu'on attaque la news suivante. Oui, ben on va parler j'en ai parlé un tout petit peu plus tôt dans la soirée de Raw qui avait eu des difficultés. C'était pas lié à Vince McMahon parce qu'il n'était pas présent en backstage, je le rappelle. Raw, c'était un peu compliqué. Il y a eu des problèmes en fait de transport. On sait pas trop ce qui s'est passé. Sans doute du mauvais temps, je sais pas. Enfin, j'ai pas fait la météo aux États-Unis, donc je sais pas. En tout cas, il y a eu beaucoup de problèmes de transport, ce qui fait qu'il y a plein de catcheurs qui n'ont pas pu être présents ou alors qui sont arrivés très en retard, notamment Matt Riddle, Sami Zayn, notamment qui sont arrivés juste en fin de show. Ce qui explique un peu le segment un peu course-poursuite qu'il y a eu, enfin qui s'arrive un peu à l'arrache pour aller sauver Kevin Owens. Si t'as bien vu Raw, c'est bien. Oui, monsieur. Bon, on comprend bien l'idée. Voilà, donc du coup Raw a été fortement modifié. J'ai pas vu le show, donc je sais pas, mais je pense que ça s'est quand même un peu vu. Il y a eu des choses qui ont été notamment annulées, notamment le The Miz contre Matt Riddle qui était annoncé, qui n'a pas pu avoir lieu. Alors, figure-toi que pour un show qu'ils ont fait à l'arrache, ils ont bien géré. Alors déjà par un détail tout con, c'est qu'ils l'ont dit eux-mêmes en début d'émission qu'il y avait eu un souci de transport, et rien que cette transparence et le fait qu'ils aient réussi à faire un truc cohérent avec ça, ça fait... en gros, c'est le jour et la nuit par rapport au Raw de McMahon, quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même réussi, enfin entre guillemets, parce que c'est peut-être le hasard qui a fait les choses. On va dire les gros matchs qui étaient annoncés, ils avaient quand même les talents qui étaient là. Oui. Le match pour les titres féminins, les talents étaient là. Enfin voilà, il y a quand même les gros trucs qu'ils avaient prévus, les gens étaient là quoi. Cody Rhodes, Brock Lesnar, les gens étaient là. Enfin, entre guillemets, ils ont quand même eu de la chance dans leur malheur quoi. Alors d'après ce que j'ai pu comprendre, c'était un vol, mais je me demande comment c'est géré en fait ce genre de truc au jour le jour en fait. Parce que bon, je sais que par exemple en France, comme on n'a pas des shows tous les jours, sauf quand on fait des tournées où on est à l'hôtel machin et tout. Mais alors si j'ai bien compris, du coup, le WWE, c'est quoi? C'est genre ils font leur show dans une ville. Et les workers, ils rentrent chez eux, ils reparlent le nom. Enfin, ça me paraît un peu... Là, je sais pas, mais peut-être qu'ils étaient chez eux, hein, peut-être qu'ils avaient pas de live event ce week-end, que j'ai pas vu de résultat de ça. Peut-être chez eux, en fait. Hein. Ouais, peut-être. Parce que c'est vrai, quand ils pensent, ils doivent se taper les... Je pense qu'il y a tout un service de WWE qui s'occupe d'acheter les billets d'avion ou de train pour les catcheurs et tout ça, donc... je pense que voilà, je pense qu'il y a tout un service qui s'occupe des bookings de transport et tout. Parce que je sais qu'ils font beaucoup de covoiturage, ils avaient même, je sais pas s'ils le font toujours, mais ils avaient une émission sur ça sur le network. Si par exemple ils font un show à Chicago et que 3 jours après ils sont dans une ville qui est pas très loin, ils vont pas se faire chier à rentrer chez eux pour revenir, enfin je veux dire. Oui, bah oui. Je me posais pas mal la question, notamment par rapport aux couples qui sont séparés par 2 promotions, tu sais. Genre, on a Rhea Ripley qui est en couple avec Buddy Matthews, mais les choses se suivent pas, tu vois, donc c'est très très particulier d'avoir une vie de couple quand t'es... Les couples à distance, quoi. Ils se voient pas tout le temps, et puis après... Ouais, mais attends, ma moitié, elle a 500 bornes, on se voit tous les mois, tu vois, alors que ça va, à mon avis, s'ils se voient pas une fois par trimestre, c'est déjà bien. Si, quand même, faut pas exagérer, je pense qu'ils doivent se voir quand même. Ah, je sais, et puis en plus... Par exemple, t'as Rhea Ripley, elle bosse où? Elle bosse à SmackDown principalement, enfin à Raw aussi. Le lundi, le vendredi, elle est pas là, admettons. Buddy Matthews, il est pas là le vendredi, il est pas là le mercredi.
techniquement, si Rhea Ripley rentre chez elle entre Raw et SmackDown, elle est le mardi, mercredi, jeudi chez elle. Buddy Matthews, il est chez lui le lundi, mardi. Potentiellement le jeudi, parce que ce Rampage s'est enregistré. Donc en vrai, ils se voient quand même 2-3 jours dans la semaine. Ouais, mais après, faut garder en tête, après, je sais pas pour Buddy Matthews, mais t'as plein de mecs qui bossent à plusieurs endroits, quoi. Tu vois ? C'est surtout le week-end, généralement, après. Ouais, je sais pas, honnêtement, j'ai du mal à voir le truc, mais... Après, c'est un style de vie, hein, je pense. Ah oui, bah clairement, hein. Clairement. Parce que... Et puis c'est pour ça que t'as beaucoup de... Comme les gens où t'as le mari ou même la femme, hein, parce qu'il y en a aussi qui sont routiers, ils sont pas là toute la semaine. La femme, pareil, le week-end, ou alors les gens ils bossent en horaire de nuit et l'autre ils bossent en horaire de jour. Enfin voilà, et les gens ils se retrouvent, en fait. Pour le coup, c'est ce que j'ai, enfin c'est ce que mes parents ont vécu vu que mon père était routier. Mais non, effectivement, c'est vrai que parce que tu vois dans le cas d'un, bah, comme tu dis, dans le cas d'un routier, généralement t'as comme une des deux personnes qui restent sur place, tu vois. Parce que certes, le barrage des heures, il fait bosser à des heures différentes, ça peut déjà créer un barrage, mais tu rajoutes le côté géographie, tu vois. Après, ils préfèrent aussi, hein. Oui, bien sûr, mais bon, c'est quand même... Il y a des gens, ils préfèrent, justement, ils sont que 2-3 jours ensemble par semaine. Et il y a des gens, justement, ils préfèrent parce que comme ça, parce qu'ils aiment pas forcément les mêmes choses. Et, oui, je suis d'accord, mais à mon avis, dans le cas du catch, ça doit être un des trucs les plus chiants. Surtout que contrairement, on a beaucoup fait le parallèle ce soir entre le catch et entre guillemets les séries. Et tu vois, dans le cas des séries, par exemple, on va prendre le cas de la série Stargate, SG1. À l'époque, t'avais Richard Dean Anderson qui avait réussi à ce que les saisons plus avancées se passent plus près de chez lui, tu vois. Ouais. Donc, dans le cas du catch, c'est pas du tout pareil. Encore à la rigueur, c'était peut-être plus simple quand il y a eu la période de confinement où tous les shows étaient localisés à un seul endroit. Ouais. Mais dans une configuration normale, ça doit être assez particulier à vivre. Bah, un peu comme Impact Wrestling quand on enregistre un mois de show, tu vois, par exemple. Oui. Après, encore une fois, voilà. C'est la solution facile, ça. Après, c'est pour ça que t'as beaucoup de workers qui sortent qu'avec des workers ou des workeuses, oui. Tout simplement parce que comprendre le monde du catch et tout. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'étais en road trip avec des catcheurs et enfin, soit tu bosses avec un worker en gros, ou soit grosso modo tu trompes ta copine, tu vois. Et je me rappelle avoir fait un road trip où j'étais avec deux catcheurs que je ne nommerai pas par respect pour les vies privées, qui comprenaient pas que j'étais dans le catch et que j'étais quelqu'un de fidèle avec ma moitié de l'époque, tu vois. En fait, quand t'es dans le catch, t'es vraiment dans un monde assez particulier, quoi. Ouais. Je comprends le... Ouais. Bref, bon, après... du coup, on parlait de Raw, il y a eu quand même quelque chose d'important à Raw, notamment autour des femmes. Deux choses importantes en vrai. Raquel Rodriguez et Liv Morgan qui sont les nouvelles WWE Women's Tag Team Champions suite à leur victoire contre Becky Lynch et Trish Stratus. Trish Stratus qui avait pris exceptionnellement la place de Lita dans le match, puisque Lita avait été retrouvée KO en backstage avant le match. Donc du coup Trish Stratus a défendu le titre à la place de Lita. Le déclanateur avait raison une fois de plus. Voilà. Le déclanateur avait raison, j'avoue. Tu avais raison pour le heel turn de Trish, tu avais raison. On comprend toujours pas la logique du Raquel Rodriguez Liv Morgan championne, mais pourquoi pas. Surtout je pense tout simplement qu'ils se sont dit, bon bah voilà, on a merdé avec le Raw d'avant, on va quand même devoir continuer, quoi. Ils allaient pas revenir en arrière. Oui, bien sûr. Mais ça fait chier. Parce que c'est pas logique. Dans la continuité des choses, c'est pas logique. Ah oui, bah clairement. Ça aurait pas dû être elle qui était challengeuse, quoi. Enfin, donc, du coup, bah après, de toute façon, Ronda Rousey est blessée, si je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça joue aussi. Moitié aussi, je crois. Donc, ouais, donc ils étaient quand même dans la merde, quoi. Ouais, elles vont revenir, elles vont gagner les titres, hein, donc... Ah oui, bah oui. Et du coup, oui, comme tu le disais, Trish Stratus qui a fait un heel turn en attaquant Becky Lynch après le match, qui est d'ailleurs, c'est probablement elle également qui a attaqué Lita, je pense. Ça me paraît très logique dans la logique des choses. Et du coup, la WWE qui avance dans l'idée du match Trish Stratus Becky Lynch pour SummerSlam, et a priori, le plan est bien ancré suite à ce qui s'est passé à Raw. Ça semble assez logique. Alors, même comme je pense qu'ils vont pas attendre jusqu'à SummerSlam, honnêtement, je pense que ça va avoir lieu en Arabie Saoudite, le match. L'Arabie Saoudite aime bien avoir des anciennes stars de catch comme ça, ou des noms très connus, on va dire, très pimpants. Donc ça m'étonnerait qu'à moitié. Bah, en vrai, comme j'expliquais déjà depuis plusieurs émissions, c'est que ce genre de match de heel turn sur des catcheurs qui sont plus du tout... Enfin, tu vois, c'est assez... parce que même, à la rigueur, tu vois, quand tu fais un catcheur qui revient pour un match, qui fait un match contre un heel, si le catcheur qui revient a plus le même niveau in-ring ou tout, machin, bah, il sera quand même applaudi parce que voilà, c'est une légende et tout. Ouais. Tandis que là, dans le cas de Trish, si son niveau in-ring n'est pas entre guillemets ce qu'il était à l'époque, ce qui risque d'être le cas malgré le fait qu'elle garde une très bonne forme et qu'elle vieillisse pas,
le fait de se retrouver face à Becky Lynch, tu vois, ne pardonnera pas. Donc, sauf là, si elle a un bon niveau in-ring et qu'on m'annonce qu'elle a signé pour 3 ans à plein temps, c'est vrai qu'un heel turn d'une légende comme ça, c'est compliqué. Bah oui, ouais. Encore une fois, ils ont essayé avec Edge, ça n'a pas super bien marché. Je suis en train de réfléchir au niveau des légendes qui seraient revenues, tu aurais pu faire un heel turn. Le heel turn avec Edge, ça a été mal branlé aussi, quoi. Oui, mais bon, de toute façon, voilà. Et puis, t'auras toujours du mal à... Mais ils ont pas fait grand-chose pour que ça marche non plus, quoi. Ouais, mais même, je pense que surtout dans le cas de Edge, c'est comme Daniel Bryan, en fait, t'as vraiment du mal à haïr un mec... Daniel Bryan, ils ont réussi, hein. Oui, d'accord, oui, ok, mais ce que je veux dire, c'est que t'as quand même du mal, tu peux avoir du mal à haïr un mec qui a failli laisser sa peau sur le ring et qui s'est battu pour réussir à remonter dessus, tu vois. Je comprends. Donc bon. C'est vrai. Après, encore une fois, hein, si Trish a le niveau, ou même si elle arrive à faire illusion, voilà, c'est le principal. Mais c'est vrai qu'effectivement... Voilà, quoi. Après, de toute façon... Vu ce qui s'est passé, soit ils font un Trish Lita... C'est possible. Ah, plus maintenant. Ou alors ils font un Trish... En Arabie Saoudite, tout est possible. Hein. Ouais. Ah, ça va être compliqué à moitié. Après, effectivement, ça peut être une possibilité. Trish qui détruit... Enfin, qui triche face à Lita, et puis après, c'est un man Becky Lynch. Mais bon, tu vois, c'est assez... Parce que je les vois pas attendre sur le Trish Becky jusqu'à SummerSlam sans que Trish ait quelque chose avant. Ouais, bah oui, c'est vrai que ce serait pas logique. Soit ça sera Trish Becky Lynch en Arabie Saoudite, soit ils vont faire Trish Lita et après Trish Becky à SummerSlam, quoi. Parce que ça pourra pas durer jusqu'à SummerSlam comme ça s'il y a pas un truc entre temps, quoi. Ah oui, bah clairement. C'est loin, SummerSlam, c'est dans 4 mois quand même, hein, donc c'est loin. Ça peut aller vite, hein. Après, ils ont bien construit un The Rock Cena avec... Sur une année, ouais. Bon. C'est vrai. Mais c'est pas pareil, enfin... Oui. C'était un dream match, quoi, à l'époque, tu vois. Enfin, c'était annoncé en tant que tel et tout le monde voulait voir ça. Once in a lifetime, hein. On n'a pas été content, mais je veux dire... Ouais, mais c'est pas... Voilà. Ah, il faut le faire, quoi. Au bout d'un moment, je veux dire, comment dire, les mecs qui ont un certain âge ou qui sont des légendes, on va reparler de Sting, tu vois. Sting, maintenant, le fait que sur les matchs, il arrive à faire des bons trucs, ça reste très... C'est une anomalie statistique, en fait. Les mecs qui font un comeback alors qu'ils sont des légendes et qui font des bons matchs, bon, ça arrive, t'as des exceptions. Je pense à Ricky Steamboat à l'époque quand il a eu un petit court run après Mania, mais ça reste relativement rare, tu vois. Donc, bon. Parce que moi, je me dis que The Rock Cena fallait le faire de toute façon. Oui. Parce que voilà, ils avaient moyen de le faire, donc autant le faire. Ce qui m'a fait chier, c'est qu'ils le fassent 2 fois. Par contre. Bah oui, c'est que du coup, c'était voilà. Mais bon, maintenant, tu vois, je suis pas pour un Reigns Cena, tu vois, un Reigns The Rock par exemple. Ouais, mais ils seraient contre pas le faire s'ils ont le moyen de le faire. Oui, bien sûr, mais bon. Par contre, il faut le faire. WrestleMania 30, voire SummerSlam juste après, et pas plus loin, parce que The Rock, ça va commencer à devenir compliqué aussi. WrestleMania 30, je pense que ça va être compliqué 30, aussi. 40, pardon. Ouais, je pense que pour le 30, ça va être un peu compliqué. 40 ou le SummerSlam qui suit, enfin voilà, parce que sinon, plus loin, The Rock, ça va être compliqué aussi, quoi. Et là, il faut se dire que The Rock, c'est un des plus grands acteurs de Hollywood. Donc, c'est compliqué de l'avoir aussi. Bah, c'est super impressionnant de la part de Cena de réussir à faire encore des runs de temps à autre. Hein. Ne serait-ce qu'au niveau assurance. C'est vrai. Parce que là. Cena n'est pas encore au niveau de The Rock à Hollywood, quand même, quoi. Ouh, détrompe-toi, hein. Il enchaîne les projets et tout. Il est même dans le film Barbie. Donc. Non, Cena maintenant il pèse dans le game, hein, niveau acteur. Il est encore au niveau quand même d'être la top affiche d'un gros blockbuster. Je sais pas, à mon avis il est pas très loin. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes avec les 3 principaux catcheurs récents qui ont fait une carrière à Hollywood, c'est-à-dire The Rock, Cena et Batista, je trouve que les 3 ont un parcours super intéressant en fait. Mais bon, encore une fois, je digresse comme un gros sangouin. Oui, on va enchaîner avec quelques news encore du côté de WWE, après on passera à la AEW assez rapidement. Ouais, puis on va... qui pourrait se séparer très prochainement. Les commentaires de Bayley récemment sur les réseaux sociaux pourraient être liés à ce plan. Vu ce qui s'est passé à Raw, ça serait assez logique. On va dire ils ont commencé peut-être à poser quelques bases sur cette affaire-là. Et ça fait déjà un petit moment Damage Control, donc ça m'étonnerait pas en vrai. Donc je sais pas ce que t'en penses, si tu veux réagir à ça ou pas. Bah, je suis très intéressé par voir ce qu'il pourrait faire avec Io Sky sur un booking sur le long terme.
Parce que comme top face, ça tuerait de ouf. Parce que, comme dit, malheureusement avec Vince, on avait souvent du booking très raciste. Et d'ailleurs même Yasuo, il a eu le droit à NXT, mais là avec Triple H qui a plus entre guillemets, enfin a priori, qui a plus une approche plus pure, hein, je mets des grosses guillemets. Je suis intéressant de voir ce que pourrait donner ce personnage. J'espère juste que ça va pas genre finir en tag team entre Asuka et Sky parce qu'elles sont japonaises toutes les deux, tu vois. Ah ouais. C'est sûr. Donc, mais c'est vrai qu'effectivement, Io Sky, le truc avec la division féminine, c'est qu'en fait, du côté de Raw, Bianca Belair, elle a. Le problème, c'est que depuis qu'elle est championne, il n'y a pas eu d'évolution ni rien avec elle, en fait. Mm-hmm. Donc, effectivement, elle est très douée sur le ring, mais j'ai moins d'intérêt, tu vois. Ah, je comprends, ouais. Il n'y a pas. Par exemple, tu prends les 3 règnes qui se disent sont les plus longs si je dis pas de conneries. Donc tu dois avoir le règne de Reigns, le règne de Gunther et le règne de BLR. De l'homme BLR. Reigns. C'est le moins intéressant des 3, quoi. Voilà, Reigns, effectivement, t'as ce côté justement de savoir qui va vraiment finir par le battre. Parce qu'entre guillemets, c'est le boss de fin de niveau, c'est le Kaïd machin, t'as ça qui est intéressant. Gunther qui est en train de battre record après record. Voilà, Gunther qui en. Banger après banger. Voilà, qui augmente. Et t'as Bianca Belair qui fait je suis désolé de la formulation, mais elle fait l'hélicobite avec Sanat. Oui, elle est là, quoi. Voilà. Elle est très bonne sur le ring, hein. Elle est là parce qu'il faut quelqu'un, quoi. Elle est très bonne sur le ring, hein, c'est pas la question, mais au niveau du personnage, il n'y a pas d'intérêt, je trouve. Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, honnêtement... un truc, sinon j'enchaîne. Non, j'allais juste dire, j'étais pas non plus fan de la longueur du règne des Usos parce que je les aime pas, en fait. Au micro, pour moi, ils m'insupportent. Ouais. Des nouveaux contrats du côté de WWE avec Logan Paul qui a annoncé qu'il a signé un contrat avec WWE. Le contrat va au moins pour 2 ans. Puisque c'est un contrat, en tout cas la news dit c'est un contrat pour plusieurs années, donc c'est minimum 2 ans. Mm-hmm. Après on sait pas exactement la durée, mais voilà. Avec une superbe annonce d'ailleurs qui a été faite avec une photo photoshopée, hein, vraiment. Je sais pas si tu as vu la photo qu'il a postée. Non. C'est la même photo qu'il avait postée lors de son premier contrat, lors de sa première signature. Sauf qu'il y a plus Stephanie McMahon et qu'il a juste changé la couleur de son t-shirt et de sa boisson sur Photoshop. Magnifique. Vraiment, c'est incroyable. Gros connard humainement, mais très bon heel. Hein. Ouais, j'ai vu ça. De ce que j'en ai vu, ouais. Bah en vrai, c'est un énorme coup pour WWE d'avoir Logan Paul, quoi. C'est le truc. Oui, bien sûr, oui. Puis il fait bien le taf, en fait. C'est ce que je disais, je crois qu'on en avait parlé pendant la première émission. Le mec, apparemment, c'est une grosse merde humainement, mais putain, qu'est-ce qu'il est bon, quoi. Mm-hmm. Donc, bon. Autre signature de contrat du côté de WWE. Alors là, ça va étonner quand même un peu plus. Eric Young, qui a signé. Je sais pas si tu te souviens de qui est Eric Young, parce que c'est vrai qu'on pourrait très bien... Ah bah, c'est le fils de Rick Hold, c'est ça? Pas du tout. On pourrait très bien oublier qui est Eric Young, puisqu'on ne le voit plus. Bah, si. Que Eric Young, il a signé avec WWE depuis le mois de novembre. Donc ça, c'est quand même fort, quand même. C'est-à-dire que le mec, ça fait 6 mois qu'il est payé à rien foutre. Tout va bien. Bah, je me demandais justement ce qu'il devenait, parce que là, bon, j'ai regardé pendant quelques temps Impact et j'ai re-arrêté parce que, comme dit, la production value, j'y arrive pas. Mais justement, je m'étais fait la réflexion parce que la dernière fois que j'avais regardé Impact, il était encore avec le clan Violent by Design. Design. Donc, Sanglais est au frais ce soir. Et du coup, donc, c'est pour ça qu'il est plus. Il a signé avec WWE depuis le mois de novembre, mais depuis qu'il a signé, bien sûr, il n'est pas apparu sur les écrans parce qu'on s'en serait rappelé. Et il a surtout pas été une seule fois présent en backstage. Donc, soit il est blessé aussi, ce qui est possible. Soit, je sais pas. Soit c'est un emploi fictif, soit, je sais pas, franchement. Ça se trouve, en fait, ils ont perdu le dossier, tu sais, ils savent même pas qu'ils l'ont encore. Genre, il a signé en speed, et puis après, t'as eu toute l'histoire avec Vince. Le contrat, il est sous le placard, en fait, tu sais. Ouais, c'est ça. ça me fait penser ça me fait un peu penser à la situation à l'époque, quand ils ont tourné le film Batman le défi. Tu devais avoir Robin dedans. Donc, ceux qui connaissent l'histoire, Robin, c'est le protégé / l'ami de Batman. Fils adoptif et pas petit ami, du coup. Et ils avaient même casté un acteur, qui était un des frères Wayans. Sauf que au final, le personnage n'est jamais apparu. Par contre, encore aujourd'hui, l'acteur Wayans, alors je sais plus si c'est Marlon ou l'autre, il touche de la thune sur les royalties de Batman le défi. Alors qu'il a jamais été dedans. Mm-hmm. Je trouve il y a des trucs incroyables. Ah oui, je trouve ça fascinant. Rien, mais c'est fou. Dans le monde du spectacle, enfin, tous ces trucs-là, il y en a du pognon dépensé pour rien, des mecs qui font des emplois fictifs, enfin, c'est... Je trouve ça incroyable. Mais, alors, je sais plus, c'était un autre catcheur qui l'avait dit à l'époque, mais par contre, les mecs, quand ils sont dans la situation-là, ils aiment pas, en fait.
qu'au final, si tu fais du catch, c'est pas pour être payé. Enfin. Après, je pense que s'il est pas là, il y a une raison, quoi. Enfin, oui. J'ose espérer, en tout cas. Ou alors il bosse dans les bureaux à WWE, enfin, je sais pas, enfin, il y a quelque chose, quoi, parce que... Bah, après, il est pas tout jeune non plus, donc... malade, ou, enfin, je sais pas, quoi, mais... Il est pas tout jeune, hein, en plus, Eric Young. Hein. Non, il est pas tout jeune. Puis il a eu plusieurs cancers de la gorge et tout, c'est pour ça qu'il parle comme ça. D'accord. Eric Young, il est pas si young. Il a 43 ans. Bon, il est pas si vieux non plus. C'est pas si vieux, mais pour un catcheur, c'est plus de première jeunesse, on va dire. Ouais, mais ça va encore, quoi. Ah oui, bah après, comme dit, hein, t'as des mecs qui ont 60 piges, regarde Sting, et puis quand il est bien utilisé, ils font ce qu'il faut, quoi. Ou le Taker à la fin. Et puis il y a des mecs à 30 ans, on dirait qu'ils en ont 60 aussi, donc... C'est tout un tas de trucs. L'hygiène de vie aussi, déjà. Ouais, l'hygiène... de catch aussi, ça y fait beaucoup. Ouais, bah ouais, voilà, comme ça, c'est ce qu'on disait avec The Miz. Lui, avec son style de catch, il pourrait catcher jusqu'à plus de 60 ans, quoi. Il y a des mecs à 25 ans, ils sont cramés, quoi. En parlant de mecs cramés à 25 ans, t'as par exemple Conan et Rey Mysterio, je sais qu'ils ont parlé à l'Hiro Del Vikingo pendant le WrestleMania Weekend. Du coup, comme il y avait quand même tous les catcheurs qui étaient en ville à Los Angeles, les mecs se sont un peu croisés. Et je sais que Rey Mysterio et Conan ont conseillé à l'Hiro Del Vikingo de se calmer un peu in-ring, quoi. De baisser un peu le tempo, parce qu'en gros, ils ont dit, mec, tu feras pas 15 ans de carrière, quoi, à ce rythme-là. Bah, c'est vrai qu'effectivement, les catcheurs qui se blessent et qui reviennent et qui réussissent à remonter la pente, c'est rare. Hein. Il y avait Shane Douglas à l'époque qui, avant d'être le franchise, enfin, c'était pas non plus un luchador, mais c'était un poids léger, quoi, un poids moyen. Et suite à une blessure, il est revenu avec le style qu'on lui connaît maintenant. Mais effectivement, bah, c'est très con à dire, mais bon, ça m'est aussi arrivé plusieurs fois de dire à des workers européens avec lesquels j'ai bossé, alors dire, écoute, honnêtement, je pense que tu prends trop de risques, quoi. Ouais. Bah, allez, donc, petites infos côté WWE et après on enchaînera sur un bon petit truc à WWE. On a pas mal d'infos intéressantes. Ok. Il y a eu les infos WWE, là, les 3 qui restent sont assez courtes, donc ça va aller assez vite de réagir dessus. Il y a eu des discussions pour un match Gunther-Brock Lesnar durant l'été. Je pense qu'on va pas revenir dessus sur Gunther, on en a quand même parlé. Ouais. Ça m'étonnerait pas qu'un SummerSlam Gunther-Lesnar titre intercontinental, ça serait probablement une bonne chose. Lesnar autour d'un titre un peu secondaire, en vrai, ça pourrait être pas débile non plus de... Bah, tu recrédibilises encore plus le titre si jamais Gunther venait à le battre. Donc, moi, ça me choquerait pas. Et... Bah, en vrai, j'aimerais bien que Lesnar, maintenant, ait un rôle... le rôle du destructeur et tout, il l'a eu. Vraisemblablement, il serait sur son dernier... il serait sur la dernière ligne droite. Donc ouais, effectivement, ça serait cool qu'il mette un peu over les nouveaux petits jeunes. Comme il a été lui-même à une époque, en fait. Hein. Ouais. Puis un rôle d'un peu big boss in ring entre guillemets, tu vois, où tu veux le mettre dans des gros matchs que tu sais que ça va faire des gros matchs. C'est pas une mauvaise idée, je pense. Donc voilà. Autre info, pour un autre titre, Rhea Ripley qui devrait défendre le SmackDown Women's Championship contre Zelina Vega lors de Backlash. Bon, ça c'est pas forcément trop étonnant. Backlash, ça se passe à Porto Rico. Donc mettre une catcheuse un peu latino autour du titre SmackDown Women's Championship, c'est pas... Ouais, puis elle est un peu dans les storylines en ce moment avec le truc de la LWO, donc oui, c'est pas... Et la rivalité entre les deux femmes devrait être courte, puisque y a aucun plan pour un autre match après Backlash, hein, c'est juste vraiment un one-time match, quoi. Bah, je pense que... C'est logique, hein, je pense qu'ils vont quand même baser un peu les grosses affiches de Backlash un peu autour de la communauté latino-américaine, et voilà, bon, c'est logique. Oui, puis de toute façon, je pense que Ripley est au début d'un règne qui peut être assez long, donc... Oui, bon, elle gagnera pas Zelina Vega, hein, faut pas rêver. Oui, Bon, alors il faudrait vraiment un concours de circonstances ou un booking de quelque chose, enfin, voilà. Ouais, où il y a une blessure, un truc comme ça. C'est déjà arrivé, hein, Ouais, bien sûr. Il y avait... Alors, t'as une logique storyline derrière, mais avec Ripley qui récupère le titre... Si je dis pas de bêtises, le seul titre intercontinental qu'avait gagné Roddy Piper à l'époque, c'est dans un ladder match, et c'était pas prévu, en fait. C'est juste qu'ils se sont trouvés devant le fait qu'il avait pas le choix de décrocher le truc, quoi. Bah souvent quand ils font ça, après le mec il perd le titre assez vite, ou alors justement ils arrivent à faire un truc imprévu. Et des fois les trucs imprévus, c'est là que tu sors les meilleurs trucs des fois. Hein. Ah oui, bah clairement oui. Un scénario écrit dans l'urgence, des fois c'est là que tu sors le meilleur truc, donc enfin vraiment c'est à double tranchant quoi. Ouais, clairement. Bon, il y a autre info autour de Backlash du coup pour terminer sur côté de pour ce soir. Roman Reigns qui n'est pour le moment pas prévu pour Backlash à Porto Rico. Bon, c'est pas forcément trop étonnant en soi, mais voilà. Les deux matchs principaux de Backlash, ça serait a priori du coup Cody Rhodes, Brock Lesnar et Bad Bunny et Mysterio contre Damian Priest et Dominic Mysterio. Ça c'est dans la logique des storylines. Alors le mec il va hoster le show, il va avoir un match. Bah c'est possible. Oh tu me diras ils vont pas lui faire une The Miz. Hein.
C'est possible. Bah, The Miz, il a eu 2 matchs, du coup. Ouais, enfin même 3 techniquement. Ouais. Putain, Donc, quand j'y pense. Non, moi, ça m'étonnerait pas, du coup, faire catcher Bad Bunny Backlash, quoi. Mais bon, voilà. Enfin, bon. Dans la logique des stories, quoi. Ouais. Ça, c'est quand même cool de se dire. Ça, le centre de Backlash, ça m'étonne pas tant que ça, en vrai, en soi. C'est quand même cool de se dire que c'est très rare qu'on se dise, ouais, il va y avoir une célébrité dans le match et que ce soit pas. Oh putain, fait chier. Genre Bad Bunny, en fait, le mec, il s'est tellement donné à fond que. Ouais, En plus, d'ailleurs, il va jouer le rôle d'un catcheur au cinéma. Ah, ça, j'ai pas vu passer l'info. Il va faire un spin-off de Spider-Man qui s'appelle El Muerto et le film sort dans 279 jours. Ok. En fait, j'ai une petite application sur mon téléphone avec tous les films Marvel qui vont sortir. Voilà. Okay. Pour info, Avengers numéro 6 sort dans 1112 jours. Bon, après, ça peut toujours changer. Hein. C'est moins souvent que les films sont repoussés, ça arrive, mais... Non, ça peut arriver, c'est... C'est arrivé, il y avait eu le cas notamment avec Marvel qui a dû décaler plusieurs projets parce qu'il y avait l'écriture d'un film qui avait pas... Par exemple ? Oui. Non, mais ça arrive, en vrai, comme dit, t'avais Marvel, ils ont dû modifier leur planning parce que t'avais film Blade qui a pas été... les premiers scénarios plaisaient pas, du coup ils ont décalé plein de trucs. Ou encore une fois avec le confinement, il y a plein de films qu'on aura en été. Genre on aurait dû jouer de leur Flash. En circonstances normales, il y a moins souvent des films qui sont décalés par rapport aux jeux vidéo. Quoi. Les jeux vidéo, c'est-à-dire que la date qui est annoncée, la première date, il faut jamais compter que c'est cette date-là. Quoi. Tu peux ajouter toujours 6 mois de plus. Hein. Bah Duke Nukem Forever. Oui. Dead Island 2. Ouais, mais ça, Half-Life, Half-Life 3, ça devient un running gag. C'est vraiment les exemples extrêmes, ça. Mais, ouais. Bref, côté AEW, il y a pas mal de petites infos intéressantes. On va essayer de réagir un peu plus vite parce que je me rends compte qu'on a vachement abusé sur les premières news, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Ouais. Santana qui est toujours sur contrat à AEW, malgré qu'on l'ait pas vu depuis très longtemps. Santana qui n'est plus apparu depuis le Blood and Guts du 29 juin 2022, donc ça fait quand même presque un an. Hein. Faut quand même noter qu'il s'est blessé lors de ce match assez gravement, mais qu'a priori maintenant il serait apte. C'est juste que a priori il attend la fin de son contrat pour se barrer. En même temps, le mec il tweetait le compte à rebours avant d'être libre, donc. C'est ça. Aucun retour de prévu pour Santana. A priori, il a envie de se barrer. Voilà, apparemment, les relations avec Ortiz sur la fin, ça allait plus, quoi. Malgré le... Ouais, ils se sont embrouillés apparemment plusieurs fois, ouais. Apparemment, les mini-embrouilles qu'il y a eu un peu sur les écrans, c'était des embrouilles qui existaient en vrai, quoi. Bah, c'est pour ça que, par exemple, il avait... C'est une équipe qui existe depuis très longtemps, pourtant en indie et tout, mais voilà. Bah, par exemple, c'est pour ça qu'à l'époque, quand il y avait eu les matchs, alors ça devait être la rivalité entre Kingston et Jericho, t'avais pas eu Santana dans les vidéos comme Ortiz avait été. Ah ouais. Non mais voilà, enfin bref, ça arrive, des équipes qui s'embrouillent et tout, mais bon, c'est un peu con peut-être, après c'est chaud. Bah, CM Punk et Cabana, hein. C'est vrai. Avant de s'embrouiller, ils étaient potes pendant facile une dizaine d'années, hein. C'est vrai. Ensuite, des signatures du côté de AEW, avec AEW qui a annoncé officiellement la signature de Sky Blue, qui était là depuis quand même pas mal de temps, mais maintenant c'est officiel, c'est une catcheuse AEW. Voilà, bon, pas grand chose de plus à ajouter sur ça. Brian Cage qui a signé officiellement un nouveau contrat avec AEW. Après, sur pas mal de mois et pas mal de temps et pas mal de. Voilà. Ouais. C'est logique, hein, ils l'ont quand même un peu relancé là ces derniers jours, ces dernières semaines même. Ouais, mais comme dit, je me répète à chaque fois, mais franchement, je trouve que c'est un des plus gros gâchis au niveau de l'utilisation. Ils le relancer un peu là quand même. Ouais, mais là, il sort de second couteau dans un clan refait à la va-vite parce qu'il y a des blessures. Enfin, tu vois, c'est pas ouf, quoi. On va laisser la chance au produit, on sait jamais, des trucs pas ouf qui démarrent pas ouf. On en a eu plein, The New Day, ça a démarré, c'était pas ouf, et finalement c'était bien. Ouais. Autre signature qui n'est pas officielle, enfin ça a pas été officialisé par AEW, mais en tout cas c'est quand même la source, c'est quand même pas mal. C'est Tony Schiavone qui a annoncé la signature de Billy Starks du côté de AEW. Attends, comment tu l'appelais ? Tony Schiavone. Ouais, c'est Schiavone. Ah oui, j'ai dit Schiavone. Ouais, la prononciation était bizarre. Oui, c'était Schiavone. Tony Schiavone qui a annoncé la signature de Billy Starks, qui est une jeune catcheuse en plus, hein, donc je crois qu'elle a 18 ou 19 ans. 18, il me semble qu'il l'avait dit la dernière fois qu'on l'a vu. Mais je pense que c'est une très bonne signature. Très bonne idée. Et ouais, de très jeunes catcheurs, je sais pas si tu vois qui c'est, Nick Wayne.
Nick Wayne est sous contrat avec AEW depuis pas mal de temps. C'est pas lui l'ancien champion par équipe WWE? Non, je confonds, c'est pas le fils de... Non, c'est pas lui, ok. Nick Wayne, il a signé avec AEW quand il avait 16 ans. Donc, d'accord, oui, voilà, il ne peut pas débuter en show télé avant d'avoir 18 ans. Donc ils sont obligés d'attendre qu'il ait 18 ans. Savoir que Nick Wayne est quand même actuellement champion du monde de la Defy, une compagnie indépendante. Je crois qu'il a d'autres titres un petit peu partout en indépendant, parce qu'en indépendant il peut catcher mais pas en show télé. Parce que pour les problèmes d'assurance, enfin voilà, c'est les problèmes un peu juridiques américains. Mais lors du dernier show de la Defy, en fait, il y a Swerve Strickland qui est venu défier Nick Wayne et qui lui a dit qu'il voulait le titre et il le défie pour son premier match à AEW. Premier match du coup de Nick Wayne à AEW confirmé pour le 12 juillet 2023. A priori, le Defy World Championship sera en jeu puisque Nick Wayne devrait être encore champion d'ici là, puisque je crois pas qu'il y ait de défense de titre prévu entre temps. Il faut quand même savoir que Nick Wayne fera ses 18 ans le 11 juillet, c'est-à-dire la veille. Donc en fait, le mec, ils ont vraiment attendu juste qu'il ait 18 ans pour catcher. Vraiment, AEW attend que ça. Vraiment, là, le Nick Wayne, il est en stage découverte du côté de AEW. Mais attends, il est souvent présent, mais il peut pas catcher. J'ai un doute parce qu'à un moment, justement, il y avait aussi un mec qui avait été... Tu sais, le gamin qui avait été en équipe avec Braun Strowman. Il me semble qu'il s'était aussi mis au catch. Possible. Mais c'est pas Nick Wayne. C'est pas Nick Wayne, d'accord, ok. Non. Nick Wayne, il catch beaucoup en Indie. Je crois qu'il est même déjà venu en Angleterre et tout. Enfin, c'est un délire. Bah oui, mais quand tu regardes le gamin qui était en équipe avec Braun Strowman, il doit avoir l'âge là maintenant. À peu près. Donc, bon, on a jamais trop su. Apparemment, c'était le fils d'un catcheur, mais ça a jamais été. C'est un arbitre. Le fils d'un arbitre, ouais. Ouais. Ça n'a jamais été vraiment officialisé si c'était vrai ou pas. C'était la rumeur qui courait. On sait pas vraiment. Je pense que c'est possible, mais ça a jamais été vraiment officialisé, quoi. Je regarde vite fait. Ouais, je sais pas. Bizarre. Bon, ensuite, peu importe. On va revenir sur les événements de Dynamite. C'est quand même passé des choses intéressantes du côté de Dynamite. Regardez la promo de Sting qui pourrait être justement un des prochains challengers de MJF pour le World Championship. Regardez sa promo, elle était cool. Elle était super cool. Pas trop quand, mais moi, comme je disais, peut-être un Sting MJF à All-In, ça m'étonnerait qu'à moitié. Pourquoi pas? Bah, le problème, en fait, c'est que... et c'est là où j'ai un peu peur, c'est que le truc, c'est que jusqu'à présent, la AEW, je trouve qu'elle gère avec les matchs de légende. Je veux dire, le match de DDP, il était cool, les matchs de Sting, ils sont cool, parce que bon, bah voilà, il est bien fait et tout, il peut utiliser ce qu'on appelle des raccourcis, c'est-à-dire faire des matchs hardcore, par exemple, ou machin. Mais de là, elle met dans un match pour un titre, d'autant plus en pay-per-view. All-In, qui donc serait, entre guillemets, un des plus gros pay-per-view de l'histoire de la promotion. Le fan de Sting... Moi, je trouve que ça fait une grosse affiche, quoi. Ouais, mais c'est risqué, hein. C'est prendre un gros risque, et honnêtement, je pense pas qu'ils vont faire ça. Je sais pas. Autre nouvelle, du coup, à la suite de Dynamite, c'est le retour de Jeff Hardy, enfin, qui était absent depuis juillet, suite à son arrestation pour conduite en état d'ivresse et sa cure de désintox. A priori, ça va quand même beaucoup mieux. Surtout que je pense que Tony Khan n'aurait pas pris le risque de le faire revenir si vraiment ça allait pas. Jeff Hardy qui est venu en aide à Matt Hardy, Asia Cassidy et Hook après une attaque de The Firm. Si je dis pas de bêtises, hein, tu me rectifies. Non, c'est ça. The Firm, du coup, qui a attaqué le frère de Jeff Hardy et puis ses potes. Après, comme j'expliquais avant l'émission, on avait parlé de l'angle et je disais, il y avait un truc que j'avais pas compris, c'est qu'ils avaient expliqué, en fait, que Matt Hardy avait réussi à feinter Ethan Page par rapport au contrat de son match contre Hook, qui aurait dû, si j'ai bien compris, libérer Matt Hardy de son contrat si Hook gagnait, ce qui s'est passé. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'après, dans sa promo, Matt Hardy dit qu'il a le choix d'un match, d'une stipulation d'un match, et dit si je gagne le match, je suis libéré du contrat. J'ai pas trop compris, j'ai pas regardé, je regarderai sûrement sur internet les comptes rendus du show parce que c'est possible que moi je n'ai pas compris, mais ça me paraissait assez chelou en fait. Ouais. Donc voilà. Je peux pas te dire, j'ai pas vu Après honnêtement, ça fait plaisir de voir Jeff Hardy dans une forme. Après on l'a vu 2 secondes, il a fait 2 prises, mais enfin, apparemment effectivement oui, physiquement en tout cas ça a l'air d'aller. Autre retour du coup, le retour de The Elite qui ont fait leur retour sur les écrans en attaquant le Blackpool Combat Club après que Kenny Omega est venu confronter le clan de John Moxley.
Et il y a les Bucks qui sont arrivés depuis le public pour s'allier, enfin pour rejoindre leur pote Kenny Omega. Les Bucks n'étaient plus apparus depuis le 23 mars. On sait que c'était Nick Jackson, si je dis pas de bêtises, qui était blessé. A priori, bon, ça va. Lui, c'est pareil, hein, je pense qu'il a forcé un peu sur la date de retour de sa blessure, mais faire attention. Donc en tout cas, The Elite Blackpool Combat Club, là on est en plein dedans et c'est pas prêt de finir. Enfin, je pense qu'on aura un Blood and Gut match. Hein. Je pense. Possible. Il y en a un par an, de toute façon, à peu près. Ouais, après, bon, c'est plus l'ambiance et ça pue trop de pertinence, mais j'avais bien aimé les Stadium Stampede. C'était tellement n'importe quoi. C'était méga fun. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, dans une rivalité aussi violente, effectivement, ça aurait pas sa place, quoi. Ouais, non. Dernière info du côté d'AEW, après on en fera 2-3 du côté de JPW, ça va quand même assez vite. CM Punk, là c'est quand même le sujet principal de AEW, c'est pour ça que je l'ai laissé en dernier. Bah c'est notre running gag aussi. Comment ? C'est notre running gag aussi. C'est vrai. CM Punk, on revient sur CM Punk, qui a exprimé son désir de revenir au sein de AEW. C'est vrai qu'on l'avait déjà un petit peu évoqué, que CM Punk avait a priori envie de revenir. Faut quand même noter que CM Punk il a évoqué l'idée d'un scénario avec The Elite, mais apparemment Kenny Omega et les Young Bucks sont pas très chauds de bosser avec CM Punk. Je pense pas qu'ils s'opposeront au fait qu'ils reviennent, parce que bon ils savent que c'est bien pour le business et tout. Mais après c'est vrai que s'ils ont pas envie de bosser avec, ils ont pas envie de bosser avec, et de toute manière ça se verra sur les écrans, donc autant le faire. Faut quand même indiquer que Punk il a ouvert la possibilité de bosser ailleurs, en tout cas il a envie de revenir dans le catch quoi qu'il arrive, donc si c'est pas du côté de AEW ça sera ailleurs. Donc du coup ça pourrait très bien être autant la Ring of Honor, ce qui serait un truc assez énorme en vrai si un Punk de retour à Ring. Bah ça serait AEW aussi hein. Oui bien sûr, mais je veux dire pourrait être à Ring of Honor, du coup ne pas croiser Omega et les Bucks. Bah ce serait peut-être encore le truc le plus intelligent, parce qu'en même temps ça donnerait du Star Power à la Ring of Honor. Ça pourrait être un super compromis en fait. Et mais bon ça pourrait très bien aussi être NJPW ou WWE quoi du coup. Puisque, a priori, CM Punk a vraiment envie de revenir dans le catch, mais voilà, si la porte à AEW se ferme, il n'hésitera pas à aller voir ailleurs, quoi. Bah déjà, ce qui est cool, c'est qu'au moins, apparemment, il y a quand même cette notion d'excuse et de volonté d'ouvrir les trucs, quoi. Ouais. Il a peut-être compris que... Ouais. Faut arrêter d'être un peu con, peut-être. Bah, vulgairement, mais c'est un peu ça, quoi. Enfin... Après, il faut voir, hein, comme dit, il y avait aussi eu l'histoire du post Instagram qui a été diletté, et il faut voir. Hein. Ouais. Bon, 2-3 petites infos du côté de NJPW pour terminer cette émission. Mercedes Moné qui défendra son IWGP Women's Championship contre Mayu Iwatani, qui est une des meilleures catcheuses japonaises. Hein. On va pas se le cacher. Ça se passera lors du show All-Star Grand Kingdom de Stardom le 23 avril. A priori, c'est le dernier match du contrat de Mercedes Moné, donc attendez-vous peut-être à ce qu'elle perde le titre, sauf si elle prolonge d'ici là. Et Mercedes Moné, bien sûr, qui a défendu avec succès son titre lors du dernier gros show de la NJPW, puisque sinon elle ne le défendrait pas lors de la Stardom d'ici une dizaine de jours. Où va aller Mercedes Moné après? Ça, c'est une autre question. Plus dans The Mandalorian, s'il vous plaît. Elle a fait quand même une interview il y a peu de temps, elle a évoqué quand même AEW et Impact Wrestling, donc voilà. Pitié, plus dans The Mandalorian. Elle réussit à mal jouer alors qu'elle a même pas de dialogue. Je pétais un câble devant mon écran, elle joue super mal. Deux petits résultats de Sakura Genesis quand même, parce que même, voilà, faut quand même en parler rapidement, parce que c'est quand même des événements assez importants. En plus, ça a peut-être des liens avec AEW, surtout sur la victoire des titres tag team. Puisque aussi Open, qui est la team de Kyle Davis Kyle Fletcher et Mark Davis, putain, je vais y arriver. Mark Davis et Kyle Fletcher, qui ont vaincu la team Bishamon lors de Sakura Genesis, qui ont remporté le IWGP Tag Team Championship pour la première fois de leur carrière, savoir que ils défendront les titres lors de AEW Rampage demain soir. Donc on sait que AEW et JPW ont quand même des liens, à savoir quand même Kenny Omega qui est champion du côté américain de NJPW, donc il y a quand même des liens assez étroits entre les deux compagnies. Alors c'est marrant, alors, tu vas me dire que c'est un peu de niveau de l'acharnement, mais autant c'était quoi le truc, c'est Worlds United, Multiverse United, le truc de la... Ouais, autant ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre, autant là, Forbidden Door, je suis plus hypé, tu vois. Alors que concrètement, la qualité des matchs risque d'être la même, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends.
Bah, en fait, le problème, c'est qu'Impact Wrestling a eu tellement un bad buzz, mais vraiment, il y a eu un bad buzz autour de TNA Impact Wrestling. Donc en fait, c'est un peu boudé, je pense, par les fans de catch aussi, et du coup, ils ont lancé la machine. Mais même au niveau de la production, tu vois, genre le truc. C'est pour ça, en fait. La production a baissé parce que du coup, ils ont eu un bad buzz, quoi. Après, du coup, ça a baissé l'intérêt des fans de catch pour cette compagnie, et du coup, ils ont été obligés de réduire les coûts. Après, c'est pareil, hein, dans le cas de Multiverse United, c'est un show qui était enregistré en plus dans le cadre d'une convention, donc la production value est encore plus basse. Aussi. Mais je te jure, j'étais... Ouais, il manquait un truc, en fait, j'arrivais pas... Alors, c'est très élitiste, mais la production value a fait que j'ai pas accroché du tout. Quoi. J'ai pas vu le show, donc je peux pas te dire, mais je comprends le truc de la production value de Impact Wrestling, je comprends. C'est pareil, ils manquent cruellement de star power, en fait. C'est ça. Ils ont les talents, mais ils sont pas... Ils ont pas le niveau de star power qu'ils mériteraient d'avoir, en fait. C'est ça, ouais. Après, c'est le chien qui se mord la queue. Hein. Du coup, le show est entre guillemets moins intéressant, donc moins de monde. Enfin, c'est vraiment... Ouais, c'est ça, en fait. Impact est dans une situation qui est pas évidente. C'est ça. En fait, ils tournent en rond un peu, tu sais. Enfin, ils arrivent pas à évoluer, en fait. C'est ça. Ils peuvent pas grimper dans la hiérarchie de l'intérêt de l'intérêt qu'ils suscitent auprès des fans, en fait. Ouais. C'est ça le problème. Alors qu'eux, ils mériteraient parce que au final, ils ont quand même des talents de ouf, quoi. Donc, ah oui, clairement. Mais encore une fois. Voilà. Du coup, voilà. Autre résultat du coup de Sakura Genesis avec Sanada qui est devenu nouveau champion du monde de la NJPW suite à sa victoire contre Kazuchika Okada. Une victoire que ça a surpris beaucoup de monde parce que je pense que quasiment personne s'attendait à ce que Sanada prenne le titre à Okada. Mais en tout cas, Sanada a remporté son premier titre suprême de NJPW. Sanada qui était d'ailleurs à la TNA à une époque, qui a eu un run plutôt sympa d'ailleurs. Comme Okada. Hein. Ouais, Okada à l'Impact Wrestling, c'était pas ouf. Oui, non, mais il était aussi à la... Oui, c'est vrai. Mais Sanada a eu un plus joli run à la TNA, hein, notamment. Donc voilà, en tout cas, Sanada, nouveau champion NJPW. Voilà, c'est pour les petits résultats. Deux autres petites infos, ça va être quand même intéressant avec NJPW qui a annoncé le J1 Climax 33 qui aura lieu sur 19 shows du 15 juillet au 13 août. La finale aura lieu au Ryogoku Kobukigan, qui est la grosse salle où ils font les gros shows de sumo généralement, mais il y a aussi les gros shows de catch qui ont lieu là-bas. Va falloir surveiller un peu les noms qui vont être annoncés parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait quand même 2-3 noms peut-être surprises, soit AEW, soit Impact Wrestling. Mais le rythme des shows, c'est un truc de malade. Déjà que les shows ils font 5 heures, c'est ouf. C'est ouf. Les shows du J1 Climax, normalement c'est 3-4 heures. Ils ont un peu baissé l'intensité parce que le J1 Climax à l'époque, c'était, je crois que c'était 10 ou 11 shows en fait, et t'avais que des matchs de tournoi en fait qui s'enchaînaient. Alors que maintenant en fait ils font, déjà je crois que le dernier J1 Climax il était divisé en 3 blocs si je dis pas de bêtises, ou enfin il y en a eu un qui avait été divisé en 3 blocs, alors que normalement c'est 2 blocs de 10 catchers. Enfin, à l'époque c'était, en fait le premier format c'était 2 blocs de 10 catchers, donc ça faisait 9 matchs par soir de tournoi, et du coup t'avais 9 matchs en fait du bloc A, le lendemain t'avais 9 matchs du bloc B, le surlendemain c'était 9 matchs du bloc A. Maintenant ils font un peu plus, c'est déjà un peu plus diversifié, il y a moins de... Ça s'étale un peu plus, on va dire quand même. Donc ils ont un peu baissé l'intensité du truc parce que c'est vrai que les J1 Climax c'était très 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 physique à l'époque. Parce que quand je dis des matchs, c'était des matchs de des fois 30 minutes, mais vraiment. Ah oui, et puis tu faisais ça pendant 10 shows en 15 jours avec des matchs de 30 minutes. Enfin voilà, c'était un délire quoi. Ah oui, clairement, c'est pour ça que j'ai dit ça. Hein, En fait, le puro, quand t'es pas habitué, ça peut être assez particulier, ne serait-ce que par la durée en fait. Ouais. Ah oui, il y a des matchs d'1 heure quoi. Enfin c'est. Là-bas, des matchs, un match de titre, c'est minimum une demi-heure, ça peut pas être moins. Enfin, vraiment les gros titres, quoi. Les grosses affiches de main event, tu cales 3 matchs en 2 heures, quoi. Ne serait-ce que sur la présentation même du match et tout, c'est très long. Enfin, il y a toute une cérémonie. Enfin, c'est par exemple à la Dragon Gate, ils jouent l'hymne national japonais avant chaque défense de titre, tu vois, par exemple. C'est pour mettre vraiment en valeur le truc, enfin, oui. Manière de faire, quoi. C'est. Oui, clairement. Comme dit, c'est le puro est un des côtés du catch où le côté sportif est mis plus en avant au détriment du côté sport and entertainment, en fait. Mais du coup, J1 Climax, va falloir quand même surveiller les annonces de nom parce que on n'est pas à l'abri peut-être d'un Bryan Danielson ou un truc comme ça, sachant qu'il avait évoqué l'idée de vouloir le faire. Même si Tony Khan n'était pas très chaud, mais bon,
On sait que Tony Khan est quand même assez ouvert sur les idées de ses catcheurs et tout, donc pourquoi pas. Pourquoi pas un John Moxley, pourquoi pas, enfin des catcheurs un peu comme ça qui ont l'habitude un peu de naviguer du côté de NJPW, donc affaire à suivre, en tout cas sur les noms, on en parlera si vraiment il y a des noms clinquants qui sont annoncés d'ici là, on a un peu le temps, c'est quand même cet été, donc on aura le temps de savourer les noms un peu à l'avance, si vraiment il y a des trucs intéressants à noter. Okay. Et, dernière petite info du côté d'NJPW qui va intéresser un catcheur de la AEW, du coup Kenny Omega qui est actuellement champion américain de NJPW, donc la branche américaine de NJPW, même si des fois le titre est défendu au Japon, ça arrive. Il y a un tournoi qui a été annoncé par NJPW pour déterminer un challenger de Kenny Omega. Le tournoi, ce sera Lance Archer contre Juice Robinson. Ça aura lieu lors de Collision in Philadelphia, qui est un des prochains shows NJPW qui a lieu aux États-Unis. Et l'autre match, ça sera Hiroshi Tanahashi contre Will Ospreay lors de Resurgence qui aura lieu le 21 mai. Will Ospreay sera remis de sa blessure d'ici là. Ça risque d'être une assez grosse affiche. Tanahashi, Will Ospreay, ça risque d'être une assez grosse affiche. Et la finale du coup, le vainqueur de Archer Robinson affrontera le vainqueur de Tanahashi Ospreay lors du show Dominion du 4 juin du côté de NJPW. Dominion d'ailleurs qui a lieu chaque année le 4 juin. Quoi qu'il fasse, ça peut être n'importe quel jour, c'est le 4 juin. C'est comme Wrestle Kingdom, c'est le 4 janvier, tu vois. C'est un peu, ça peut être n'importe quel jour, c'est comme ça. D'accord. En tout cas, c'est très japonais, hein, vraiment. Mais on dit toujours c'est très japonais, mais c'est vrai que les japonais sont très. On va dire quand ils ont une norme qui est faite, ils restent dans cette norme-là, tu vois. Donc voilà, ils ont décidé que c'était cette date-là. Et cette date-là, peu importe le jour que ça tombe. Putain, je pensais que j'étais neuroatypique, en fait, je suis japonais, merde. Merde. Mais je suis un peu dans ce style-là aussi, à toujours vouloir prévoir les trucs. Ah oui, non, mais c'est ça. J'aime pas quand je décale des trucs. Là, je suis en angoisse, en fait. Mais vraiment, d'avoir mon retard de catch, ça m'angoisse. Mais en vrai, le truc, c'est que j'ai tellement de retard que j'arrive pas à me motiver à m'y mettre. En fait, c'est ça le délire, quoi. Ouais, je suis pareil, il y a que les shows que je me force à regarder tout de suite pour justement être apte à faire l'émission. Mais c'est pareil, je mate plein de séries comme je le dis à chaque fois et c'est pareil, je suis en stress parce que j'ai pas maté toutes mes séries du jour, quoi. Ouais, voilà, c'est ça me stresse en fait quand je regarde pas les trucs en temps et en heure, quoi. Et encore maintenant, j'ai tellement accumulé de retard que maintenant, bon, voilà, ça m'est passé un peu. Mais... Alors en plus maintenant, je me suis inscrit à la salle de sport, donc du coup, ça va être encore pire. Enfin bref. Tu regarder des séries pendant que t'es en train de faire du sport. Alors oui, le pire, c'est qu'en plus, la salle de sport où je suis inscrit, t'as même Netflix sur les machines. Ouais, donc t'as Netflix. Oui, mais bon, je suis pas dans l'optique en fait. Je suis vraiment, entre guillemets, c'est vraiment l'entraînement à l'ancienne avec les limites la BO de Rocky dans les oreilles, tu vois. Ah, je comprends. Donc bon. Bref, on avait un très beau programme aujourd'hui quand même. Mais il n'y avait pas de très très grosses infos clinquantes comme on a eu des fois. Mais il y avait beaucoup d'infos intéressantes, en tout cas à noter et à bien assimiler, à bien comprendre sur pas mal de choses. C'est bien. J'ai bien aimé les infos qu'il y avait aujourd'hui. Donc, Ouais, et puis c'est bien, c'est pas forcément obligé d'avoir tout le temps des trucs dramatiques et tout, quoi. Ça fait du bien qu'on avait un peu plus. On avait plus de positif. On n'a pas perdu de catcheur depuis 3 semaines, depuis une semaine, donc c'est déjà bien. Oui, puis on a pu parler de sujets intéressants en plus en s'écartant un peu des news, même si la base était la news, mais ouais, c'est bien. Bah écoute, on va du coup arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo en l'heure qu'on différait, ou peut-être tu te rends compte, peut-être dans 10 ans, t'as des gens qui regarderont les anciens Sacco Catch. Ouais, les replays sont sur YouTube. Donc... Les replays sont sur YouTube. C'est gratuit, ça te coûte rien. Voilà. N'hésitez pas à lâcher des likes et compagnie, parce que c'est toujours cool. N'hésitez pas, voilà. Même de mettre des commentaires aussi, c'est cool. N'hésitez pas à dire que vous me préférez à des clans. Aussi. Ah, n'hésitez pas aussi, oui, bien sûr. Et puis. N'hésitez pas à tweeter à Dave Meltzer qui m'a copié. Et pas non plus. N'hésitez pas, ouais. Toi, tu vas te mettre encore une personne à dos, tu sais. Ouais. Un de plus. Si on fait la liste des catcheurs qui m'ont bloqué, il y a quand même Batista, Randy Orton, Hulk Hogan. Ah, j'ai un bon palmarès. Hein. Alors, Batista, pourquoi tu t'es pris la tête avec lui? Enfin, tu t'es pris la tête. Batista, pourquoi c'était... Attends. Randy Orton, c'est parce que je l'avais invité à manger un cassoulet quand ils sont venus faire le show de catch à Toulouse. Hulk Hogan, c'était au moment de la sextape. Et Batista, c'était au moment où il devait faire son retour. En fait, je lui avais dit qu'on n'avait pas envie de le voir. Donc, ok. Donc voilà. Sympa. Très sympa. T'as de la chance, tu aurais dit ça à Kevin Owens, il t'aurait allumé, il t'aurait affiché.
Non, mais Kevin Owens, je l'avais en follow même. Enfin, il me suivait pendant un temps sur Twitter. Non, mais Kevin Owens, les prises de tête qu'il y a sur Twitter, c'est épique. Ce qu'il en joue est super malin en plus. Donc... Enfin bref, quoi qu'il en soit, on vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à venir. Est-ce que je réussis à intro du premier coup? Est-ce que c'est par là? Ouais, c'est par là. N'hésitez pas à venir au show samedi. Merde, c'est fou. Bref, n'hésitez pas à venir au show à Schwegouz sur Modern samedi. Et puis, prenez soin de vous les amis. À bientôt. À bientôt, bonne soirée.